Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Des Troyens aux rois. Les origines mythiques de la Grande-Bretagne. Alfred le Grand est connu pour être l'un des fondateurs de la monarchie britannique. Il n'était pas le premier dirigeant, mais il y avait des princes moins connus avant lui qui gouvernaient de plus petites parties du royaume. Ils régnaient davantage comme des chefs tribaux que comme des rois anglais. La monarchie britannique a eu un impact significatif sur le monde, et Alfred le Grand a joué un rôle dans son établissement. Alfred a suivi le principe des droits héréditaires et a consacré sa vie à établir les bases solides sur lesquelles l'Empire britannique a été construit. Selon les récits sur son caractère et ses actions, que nous croyons être vrais, il était un homme d'État honnête, consciencieux, désintéressé et visionnaire. Si le système de succession héréditaire produisait toujours de tels leaders pour l'humanité, le principe de loyauté aurait duré beaucoup plus longtemps dans le monde. Cela aurait évité aux grandes nations, maintenant républiques, une quantité significative de troubles et d'efforts consacrés à l'élection de leurs dirigeants. Bien que le règne du roi Alfred puisse nous sembler lointain aujourd'hui, il a eu lieu 800 ans après le début de l'ère chrétienne. Nous avons des archives historiques fiables du royaume britannique pendant ces 800 ans, jusqu'à l'époque de Jules César. Au-delà de cette période, l'histoire est remplie de récits romantiques et fictifs, présentés comme des faits historiques, remontant encore de 800 ans à l'époque de Salomon. Ainsi, une grande partie de l'histoire de cette île remarquable précède l'époque d'Alfred plutôt que de la suivre. Cependant, en ce qui concerne l'intérêt et l'importance du récit, les réalisations et les contributions d'Alfred marquent le début. Les histoires de toutes les nations, anciennes et modernes, remontent toujours à des régions vagues de romances et de fables. Avant que les arts et les lettres ne progressent suffisamment pour consigner les événements publics par écrit, la tradition était le seul moyen de transmettre la mémoire des événements d'une génération à l'autre. Parmi les semi-sauvages, la tradition transforme tout ce qu'elle touche en fiction romantique et merveilleuse. Les histoires sur la première découverte et la colonisation de la Grande-Bretagne fournissent de bons exemples de ces récits mythiques. En voici un. À la fin de la guerre de Troie, Énée s'enfuit avec un groupe de Troyens qui avaient échappé à la ville avec lui. Après de nombreuses aventures, comme raconté par Virgile, il arriva en Italie et en fit sa demeure. Avec le temps, il devint l'arrière-grand-père de Brutus par l'intermédiaire de son petit-fils Silvius. Un jour, alors que Brutus chassait dans les forêts, il tua accidentellement son père avec une flèche. Son père était le roi d'Alba, une région d'Italie près de l'endroit où Rome fut plus tard construite. Cet accident rendit les gens méfiants envers Brutus et le mit en danger. Alors il dut fuir le pays. Après avoir erré pendant un certain temps, il arriva finalement en Grèce. Là, il rassembla un groupe de partisans troyens qui erraient dans le pays et forma une armée avec eux. Avec cette force primitive, il combattit contre un roi nommé Pandrasus et remporta la guerre, capturant Pandrasus comme prisonnier. En conséquence, Pandrasus dut demander la paix, et un accord de paix inhabituel fut conclu. Pandrasus accepta de donner à Brutus sa fille Imogéna comme épouse, ainsi qu'une flotte de navires comme dot. En retour, Brutus et ses partisans embarqueraient leur flotte et partiraient à la recherche d'un nouveau foyer dans une autre partie du monde. Ce plan, où un roi achète sa liberté et la paix pour son royaume en offrant la main de sa fille en mariage au chef d'un groupe de voleurs, peut nous sembler étrange, mais c'était typique à cette époque. Imogéna a dû faire face à un choix difficile entre un tel mari et un tel père. Brutus, avec sa flotte et son épouse, mit les voiles et arriva bientôt sur une île déserte. Ils y découvrirent les restes d'une ville. Dans cette ville, il y avait un vieux temple dédié à la déesse Diane qui contenait une statue de la déesse.
Cette statue pouvait donner des réponses prophétiques à ceux qui la consultaient en utilisant les rituels et les procédures appropriées. Brutus chercha des conseils auprès de cet oracle sur l'endroit où il devrait établir une colonie permanente. Sa question à l'oracle fut présentée en poésie ancienne, qui a été traduite en rime anglaise par un chroniqueur comme suit. Brutus demanda « Déesse des ombres et chasseuse, qui marche librement. Sur le globe mouvant et à travers l'océan, regarde maintenant sur ta troisième terre et dis-moi. Quelle terre, quel endroit de paix tu m'instruis de trouver ?» À quoi l'oracle répondit. Vers l'extrême ouest, dans le vaste océan, il y a une terre au-delà du royaume de la Gaule, entourée par la mer où vivaient autrefois des géants. Maintenant vide, elle convient à ton peuple. Va là-bas, c'est là que tu trouveras un foyer permanent. Il est à peine nécessaire de dire que cela signifiait la Grande-Bretagne. Brutus, suivant les instructions que l'oracle lui avait données, quitta l'île et se dirigea vers l'ouest à travers la mer Méditerranée. Il arriva aux colonnes d'Hercule, qui était le nom donné aux rochers de Gibraltar et aux promontoires correspondant sur la côte opposée à travers les détroits à cette époque. Selon les récits anciens, ces falaises furent construites par Hercule comme des monuments pour marquer les points les plus éloignés de ces voyages vers l'ouest. Brutus traversa le détroit puis se tourna vers le nord, suivant la côte de l'Espagne. Après avoir affronté de nombreuses difficultés et dangers en naviguant à travers l'océan Atlantique et le golfe de Gascogne, ils atteignirent enfin les côtes de la Grande-Bretagne. Ils débarquèrent et explorèrent l'île, qui était remplie de végétation luxuriante et de fruits abondants, mais il n'y avait pas d'habitants. Il y avait des animaux sauvages dans les forêts et des restes de géants dans des tanières et des grottes. 6 créatures étaient très différentes des humains, tout comme les loups. Brutus et ses partisans combattirent contre tous. Ils forcèrent les animaux sauvages à se retirer dans les montagnes d'Écosse et du pays de Galles et tuèrent les géants. Gog-Magog, le chef des géants, fut jeté du haut d'une falaise par l'un des partisans de Brutus dans la mer. L'île de Grande-Bretagne est située à une latitude similaire à celle du Labrador, connue pour son climat froid avec une abondance de glace et de neige. Cependant, les Troyens qui explorèrent cette île découvrirent qu'elle était une région de verdure infinie, de fertilité et de beauté. Bien qu'elle soit appelée une petite île de nos jours, ils trouvèrent que ses champs et forêts luxuriants s'étendaient loin et large à travers la mer. Avec une longueur de près de 600 miles, cette masse terrestre serait presque considérée comme un continent. Cependant, la taille de cet avant-poste séparé de la surface de la Terre aurait été vue comme significative si ce n'était pour les réalisations remarquables des gens. 6 accomplissements, témoins par le monde entier, ont fait paraître la taille physique de leur territoire petite et insignifiante en comparaison. Pour Brutus et ses amis, la Terre semblait être un tout nouveau monde. Elle faisait environ 400 miles de large là où ils avaient débarqué, et en voyageant vers le nord, ils découvrirent qu'elle continuait à être belle et fertile, s'étendant plus loin qu'ils ne se souciaient d'explorer. Ils auraient pu continuer vers le nord jusqu'à ce que les nuits d'été deviennent à peine sombres, et ils auraient trouvé la même luxuriance et beauté jusqu'à la fin. Le sud de l'île consistait en vastes plaines ondulées, tandis que le nord était caractérisé par des montagnes vertes et des vallées charmantes. Tous ces paysages, qu'il s'agisse de plaines, de vallées ou de montagnes, étaient abondants et magnifiques et fournissaient des ressources abondantes pour les animaux, les fermes et les gens. Brutus s'établit sur l'île avec ses partisans et fonda un royaume, devenant le fondateur d'une dynastie. De nombreuses histoires sont racontées sur la vie, les réalisations et les conflits de ses successeurs jusqu'à l'époque de César. Différentes personnes revendiquaient constamment le pouvoir et se battaient les unes contre les autres. Une tribu faisait la guerre à une autre. Ils construisaient des villes, bien qu'elles étaient probablement de simples collections de chaumières. Ils fondaient également des forteresses
et nommait des rivières d'après des princes ou des princesses qui s'y noyaient lors de voyages accidentels ou à cause de rivaux prétendant à leur trône. Les archives contiennent de nombreuses légendes qui ne sont pas très intéressantes ou précieuses. L'histoire la plus divertissante de la collection est le célèbre conte du roi Liard. Il y avait un roi nommé Liard. Il fonda la ville maintenant appelée Leicester. Il avait 3 filles nommées Gonilla, Régana et Cordiella. Cordiella était la favorite de son père. Cependant, il était jaloux de leurs affections. Un jour, il les appela et demanda une assurance de leur amour. Les 2 aînées répondirent en exprimant leur amour profond pour leur père. Elles prétendaient que leur amour pour lui était plus fort que toute autre chose, et elles signifiaient sincèrement chaque mot qu'elles disaient. Cordiella, pendant tout ce temps, restait calmement silencieuse, et lorsque son père lui demanda comment elle allait, elle répondit « Mon père, je vous aime comme je le devrais. Que peut demander de plus un père ou une fille promettre? Ceux qui prétendent autrement ne font que flatter. » Le vieux roi enfantin était content de l'amour montré par Gonilla et Régana. Il croyait que Cordiella, qui était honnête, était sans cœur et froide. Il commença à la négliger de plus en plus et décida finalement de ne lui donner aucune part de son royaume. Au lieu de cela, il divisa son royaume entre les 2 autres et les maria à des princes. Cependant, Cordiella fut choisie pour être l'épouse d'un prince français qui comprenait que la vérité humble et honnête était plus fiable que des promesses vides et extravagantes. Le prince épousa Cordiella, bien qu'elle n'eût pas de dot, et l'emmena avec lui sur le continent. Le vieux roi abandonna son royaume à ses filles aînées. Elles utilisèrent des ruses et des manipulations pour lui prendre tout le reste. En conséquence, il devint complètement dépendant d'elles et dut vivre avec elles alternativement. Mais ce n'était pas tout. Leurs maris les influencèrent pour traiter le vieux roi avec mépris et humiliation. Sa vie devint insupportable et il fut finalement forcé de quitter le royaume. Dans son état désespéré et nécessiteux, il chercha refuge et protection auprès de sa fille rejetée, Cordiella. Elle accueillit son père chaleureusement et avec empressement. Elle rassembla une armée pour l'aider à retrouver sa position légitime et l'accompagna en Angleterre. Leurs efforts furent couronnés de succès. L'ancien roi retrouva son trône et régna paisiblement pour le reste de sa vie. L'histoire, bien que pas particulièrement extraordinaire, a été immortalisée par Shakespeare dans l'une de ses tragédies. Les siècles passèrent et finalement, Jules César, un puissant chef romain, traversa la Manche et arriva en Angleterre. Les détails de cette invasion peuvent être trouvés dans notre histoire de Jules César. Les Romains contrôlèrent l'île dans une certaine mesure pendant 400 ans. Cependant, ils ne maintinrent pas la paix durant cette période. Ils rencontrèrent fréquemment des difficultés et des conflits avec les Britons indigènes qui ne pouvaient pas tolérer l'oppression des généraux romains prétendant gouverner. L'une des rébellions les plus significatives auxquelles les Romains furent confrontés pendant leur règne tumultueux en Grande-Bretagne fut menée par une femme. Son nom était Boadicée. Boadicée, comme la plupart des autres héroïnes, avait une apparence rude et peu attrayante. Elle était grande et avait une silhouette masculine. Sa voix était rauque et elle avait un visage à l'apparence sauvage. Ses cheveux étaient jaunes. Ils auraient pu être beaux s'ils étaient bien coiffés et encadrés par un visage exprimant la douceur typique des femmes. Dans ce cas, ils auraient été décrits comme dorés. Mais tels qu'ils pendaient librement jusqu'à sa taille et flottaient dans le vent, ils rendaient celles qui les portaient encore plus effrayantes. Cependant, Boadicée se souciait de la façon dont les autres la voyaient. Elle voulait faire bonne impression, bien qu'elle ait sa manière unique de le faire. Étant donné le type de personne qui la voyait, son approche devait être efficace. Elle portait un manteau lumineux et coloré avec une cape boutonnée par-dessus. Elle avait également une grande chaîne en or autour du cou et tenait une lance décorée à la main. Avec son armée de 100 000 soldats, elle se tenait devant eux et parlait passionnément,
les exhortant à se venger de leurs oppresseurs et à être courageux dans la bataille à venir. Boadicée avait toutes les raisons de voir les Romains comme ses ennemis impitoyables. Les envahisseurs lui avaient pris sa richesse, l'avaient dépouillé de son pouvoir, l'avaient emprisonnée et l'avaient soumise à de brutales agressions. Ils avaient également causé des torts inimaginables à ses filles. Ces actions poussèrent la mère dévastée à un état intense de haine, la motivant à chercher farouchement justice et vengeance. Cependant, ses efforts furent vains. Affronter les soldats romains signifiait se confronter à la force la plus redoutable et impitoyable que le monde cruel pouvait offrir. Son armée fut vaincue, et dans son désespoir total, elle mit fin à 6 jours en consommant du poison. À travers ces luttes, les Romains et les Britons se battirent pendant de nombreuses générations. Les Romains furent victorieux dans chaque bataille jusqu'à ce que, finalement, les Britons apprennent à se rendre sans plus de résistance. Pendant ces siècles, un nouvel ennemi fit son apparition, représentant une menace pour les Pictes et les Scots. Il s'agissait de barbares sans loi qui vivaient dans les montagnes et les marais d'Écosse et d'Irlande. Ces sauvages envahissaient fréquemment la région sud pour voler, brûler et détruire. Ils résidaient dans des forteresses difficiles d'accès, telles que des vallées sombres, des montagnes escarpées et des îles isolées aux rivages rocheux et aux eaux agitées. Les armées romaines essayèrent de nombreuses fois de les déloger de leurs cachettes, mais elles n'eurent pas beaucoup de succès. Finalement, une série de forts fut construite à travers l'île, près de la frontière actuelle entre l'Angleterre et l'Écosse. Les généraux romains en charge de la Grande-Bretagne essayèrent de protéger les habitants de la région sud en gardant cette ligne. 6 personnes avaient finalement appris à accepter pacifiquement la domination romaine. L'un des événements les plus mémorables de la période où les Romains régnaient sur la Grande-Bretagne fut la visite d'un empereur dans la partie nord de son royaume. L'empereur s'appelait Sévère. Il était puissant et couronné de succès dans son propre pays, mais sa vie fut rendue difficile par un problème majeur. Ses fils étaient indisciplinés et se battaient constamment entre eux. Sévère décida de les emmener en voyage en Grande-Bretagne pour les séparer de Rome. Leur comportement immoral les humiliait eux-mêmes et leur père. De plus, la compétition intense et la haine qu'ils avaient l'un pour l'autre jouèrent un rôle dans cette décision. Il espérait que ce changement de décor les aiderait à penser différemment et les inspirerait à poursuivre des objectifs plus significatifs. Au moment où Sévère entreprit cette expédition, il était vieux et très malade. Il souffrait beaucoup de la goutte, si bien qu'il ne pouvait pas voyager normalement et devait être transporté sur une litière pendant la plupart du trajet. Il traversa la Manche avec son armée et laissa l'un de ses fils en charge de la partie sud de l'île. Il conduisit l'autre fils et une énorme force, déterminé à pénétrer profondément en Écosse et à mettre fin efficacement à la guerre avec les Pictes et les Scots. Il eut quelques succès, mais davantage étaient nécessaires. 6 soldats rencontrèrent de nombreux défis au cours de leur mission. Ils furent coincés dans des zones humides et boueuses, tombèrent dans des embuscades et affrontèrent des difficultés extrêmes et la faim en raison des ressources limitées en eau et en nourriture. De plus, ils étaient fréquemment entourés par leurs ennemis, les forçant à engager des batailles en petits groupes où ils étaient considérablement désavantagés. Ensuite, le vieux général faible était constamment inquiet et troublé par Bassianus, son fils qu'il avait emmené avec lui dans le nord. L'immoralité et l'agressivité de son caractère restaient les mêmes malgré le nouvel emplacement. Il complotait contre le pouvoir de son père, il incitait des rébellions dans l'armée, il menait des émeutes, et il fut finalement pris en train de planifier le meurtre de son père. Sévère, lorsqu'il découvrit cet acte terrible, appela son fils à venir dans sa tente. Il plaça une épée devant lui et, tout en exprimant sa déception et sa colère face au comportement irrespectueux et ingrat de son fils, Sévère lui cria furieusement : « Si tu veux me tuer, fais-le maintenant. Me voici, vieux, infirme et sans défense.
Tu es jeune et fort et peux le faire facilement. Je suis prêt. Porte le coup. Bien sûr, Bassianus eut peur des réprimandes de son père et partit sans commettre le crime auquel il était invité. Cependant, son caractère resta le même. Ses troubles constants, ainsi que toutes les autres difficultés rencontrées par ses vers, l'empêchèrent de conquérir complètement ses ennemis dans le nord. Il conclut une sorte d'accord de paix avec eux et se dirigea vers le sud, vers la ligne de poste fortifiée qui avait été précédemment établie. Il décida de la transformer en une frontière permanente en y construisant un mur. Il assigna toute son armée à cette tâche et il est dit qu'il compléta la structure en 1 ou 2 ans. Ce mur est connu dans l'histoire sous le nom de mur de Sévère et il était si solide et durable que certaines traces en sont encore visibles aujourd'hui. Le mur s'étendait à travers l'île, du fleuve Tyne au Solway Frith, couvrant une distance de près de 70 miles. Il faisait 12 pieds de haut et 8 pieds de large, construit de maçonnerie solide des 2 côtés, avec des pierres remplies au milieu. Lorsqu'il traversait des baies ou des marais, des pieux étaient utilisés comme fondation. Cependant, le mur à lui seul n'était pas suffisant pour la défense. Il devait être gardé par des soldats, servant ainsi à réduire le nombre de troupes nécessaires pour protéger la zone. Le long du mur, il y avait de grandes forteresses appelées stations, où les soldats étaient stationnés. Ces stations attiraient également des artisans et des ouvriers qui construisaient de petites villes autour d'elles. Entre les stations, il y avait des forteresses plus petites appelées châteaux, qui servaient de points de défense et de rencontre en seize d'attaque, mais ne logeaient pas un grand nombre de soldats. Ensuite, entre les châteaux, il y avait des tours plus petites utilisées comme tours de guet et postes de garde. Ainsi, tout le mur était défendu par des hommes armés. Le nombre total de personnes défendant ce mur extraordinaire était dit être de 10 000. Il y avait un large et profond fossé du côté nord du mur pour rendre l'accès encore plus difficile à l'ennemi, et une route militaire spacieuse et bien construite du côté sud. Cette route permettait aux troupes, aux fournitures, aux chariots et à toutes sortes de bagages d'être facilement transportés le long de toute la ligne. Le mur servait de bonne défense tant que les soldats romains étaient là pour le protéger. Cependant, après environ 2 siècles, l'Empire romain commença à s'affaiblir, même dans sa capitale. Pour protéger leur capitale de la destruction, le gouvernement dut rappeler leurs armées des terres lointaines. Le mur fut alors laissé aux Britons, mais ils furent incapables de le défendre. Les Pictes et les Scots en profitèrent pour reprendre leurs attaques. Ils détruisirent les châteaux, firent des brèches dans le mur et utilisèrent même des navires pour le contourner et continuer leur pillage et destruction. Les habitants de la Grande-Bretagne étaient en grande détresse et demandèrent à plusieurs reprises l'aide des Romains. Ils reçurent une aide occasionnelle et temporaire de la part des Romains. Cependant, finalement, tout espoir d'assistance de la part des Romains disparut. Les Britons, réalisant que leur situation était désespérée, n'eurent d'autre choix que de recourir à une solution drastique qui sera expliquée dans le prochain chapitre. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2 – La naissance de la domination anglo-saxonne. Certaines familles ont une forte tradition d'intelligence et d'ambition qui se perpétue sur plusieurs générations, tandis que d'autres tendent vers la gentillesse et une nature émotionnelle profonde. Quiconque observe les familles qu'il connaît verra que les traits et similitudes familiaux ne sont pas seulement physiques, mais s'étendent également aux personnalités et aux capacités de chaque membre de la famille. D'autres encore montrent des inclinations naturelles vers une force physique et une robustesse exceptionnelle, ainsi que des capacités pour l'effort musculaire et l'endurance. Malgré les diverses exceptions et irrégularités associées à ces différences,
Elles sont profondément enracinées et durables lorsqu'elles existent. Elles ne sont pas significativement influencées par des facteurs externes seuls. Au contraire, elles sont enracinées dans des principes cachés liés à l'origine de la vie et à la façon dont elle est transmise des parents aux enfants que les philosophes n'ont pas encore été capables d'investiguer pleinement. Les mêmes qualités uniques que nous voyons dans les familles sont également observées dans différentes nations et races. Les physiologistes croient qu'il y a 5 grandes races avec des caractéristiques physiques et mentales distinctes. 6 caractéristiques sont transmises des parents aux enfants et peuvent être influencées par l'éducation et des facteurs externes, mais elles ne peuvent pas être fondamentalement changées. Comparez, par exemple, les races indiennes et africaines. Elles ont chacune vécu sur leur continent pendant longtemps, subissant différents climats et influences externes. Elles sont complètement différentes l'une de l'autre en termes d'apparence physique et de croyances. Tout comme un loup ne peut pas être transformé en chien en le domestiquant, ou qu'un chien ne peut pas devenir un tigre en vivant dans les forêts, ces races ne peuvent pas se transformer les unes en les autres. La différence est encore plus grande entre race et la race caucasienne. Cette race pourrait être appelée la race européenne, mais certaines nations d'Asie et d'Afrique y appartiennent également, comme les Perses, les Phéniciens, les Égyptiens, les Carthaginois et les Turcs. Toutes les nations de cette race, qu'elles soient européennes ou africaines, partagent des caractéristiques physiques telles que la forme de la tête et la couleur de la peau. Elles sont également connues pour leur intellect, leur énergie, leur détermination et leur fierté, qui ont toujours façonné leurs circonstances. Il est indéniable qu'il y a eu de grands exemples d'humanité au sein de la race africaine. Cependant, il existe une différence constitutionnelle claire et permanente entre elles et la race caucasienne. Cela est évident du fait que les 2 races ont habité leurs continents respectifs pendant 2000 ans sans influence significative des autres. Alors qu'aucune nation de la race africaine n'a avancé au-delà d'un faible niveau de civilisation, plus de 50 civilisations distinctes et indépendantes ont émergé et prospéré parmi la race caucasienne. Depuis des milliers d'années, la race caucasienne a constamment montré les mêmes caractéristiques et une force inébranlable dans toutes les situations. Ils ont toujours réussi à surmonter les calamités, les guerres, les maladies, la famine et les ténèbres. Ils ne sont pas restés dans un état de dégradation ou de barbarie pendant de longues périodes. Actuellement, il n'y a pas de peuple barbare au sein de cette race, et cela est le cas depuis des siècles. Presque toutes les grandes réalisations de l'histoire ont été accomplies par ce groupe de personnes. Ils ont apporté la renommée à chaque époque et à chaque pays auquel ils ont appartenu par leurs actes remarquables, leurs découvertes et leurs réalisations, motivés par leurs capacités intellectuelles. En tant qu'Égyptiens, ils ont construit les pyramides et érigé des monolithes massifs qui restent parfaitement préservés même après 30 siècles. En tant que Phéniciens, ils ont construit des navires, maîtrisé la navigation et exploré toutes les mers connues sans l'aide d'une boussole ou d'une carte. En tant que Grecs, ils ont créé de magnifiques conceptions architecturales, sculpté des statues en marbre et écrit des poèmes et des histoires qui sont admirés par le monde entier depuis lors. En tant que Romains, ils avaient une armée bien organisée qui régnait sur 50 nations et 100 millions de personnes. Ils étaient dirigés par un leader suprême dont les palais et monuments magnifiques existent encore aujourd'hui. Tout au long de l'histoire, les Romains se sont toujours distingués par leur énergie, leur activité et leur intelligence, quelle que soit la langue qu'ils parlaient ou la période à laquelle ils vivaient. Ils ont inventé l'imprimerie et créé des archives permanentes du passé dans chaque pays qu'ils occupaient. Ils ont exploré les cieux et calculé avec précision les mouvements célestes complexes. Ils ont étudié en profondeur la Terre, organisant et classifiant la grande variété de plantes, d'animaux et de minéraux trouvés à sa surface,
Ils ont exploité la puissance de la vapeur et de l'eau tombante pour produire efficacement de la nourriture et des vêtements pour l'humanité. Ils ont même utilisé les puissants vents océaniques pour transporter des marchandises et apporter confort et abondance à tous les coins du monde. La race caucasienne a toujours montré les mêmes caractéristiques importantes, ce qui suggère la présence d'une supériorité innée et constante. Cependant, il existe également des différences entre les différentes branches de cette race qui peuvent être expliquées par des circonstances variables et des variations constitutionnelles similaires. 6 diversités distinguent une branche d'une autre, tout comme la race caucasienne dans son ensemble est distincte des autres races avec lesquelles nous l'avons comparée. En tant qu'anglo-saxons, nous affirmons que les anglo-saxons sont supérieurs à toutes les autres branches de la race caucasienne. Les anglo-saxons ont commencé comme des pirates et des voleurs, connus pour leurs activités extrêmes et dangereuses. Leur réputation d'être énergiques, entreprenants et audacieux au combat n'est pas un développement récent. Même avant l'époque d'Alfred, leurs ancêtres étaient célèbres et redoutés partout où ils allaient, il y a plusieurs siècles. Tous les historiens de cette époque les décrivent comme étant différents de leurs voisins en termes d'énergie, de fort caractère, de capacité mentale et physique supérieure et d'esprit aventureux. Ils construisaient des navires et naviguaient courageusement sur les eaux de l'océan Germanique ou de la mer Baltique pour la conquête ou le pillage. Tout comme leurs descendants dans les îles britanniques et le long des côtes atlantiques, ils ne se souciaient ni de la saison ni du temps pendant ces voyages. Ils choisissaient souvent de naviguer dans les tempêtes pour surprendre leurs ennemis. Ils construisaient de petits bateaux en utilisant des osiers et les recouvraient de peau. Dans ces flottes fragiles, ils s'aventuraient dans les eaux turbulentes de l'océan Germanique. Pendant ces expéditions, tout le monde participait ensemble et avait un intérêt commun. Les chefs travaillaient aux côtés des hommes, partageant les mêmes difficultés et dangers, tandis que les hommes étaient impliqués dans la prise de décision et les stratégies des chefs. Leur intelligence, énergie, courage et ingéniosité les rendaient couronnés de succès dans tout ce qu'ils entreprenaient. S'ils combattaient, ils gagnaient. S'ils poursuivaient leurs ennemis, ils les rattrapaient toujours. S'ils fuyaient, ils réussissaient toujours à s'échapper. Ils portaient des vêtements amples et des cheveux longs tombant sur leurs épaules. Ils étaient habiles à fabriquer des armes meilleures que celles des autres, ce qui leur donnait un grand avantage sur les autres nations de l'époque. Il y avait 2 autres similitudes entre le stock parent dans sa forme primitive et ses descendants sociaux aujourd'hui. L'une était leur forte croyance en la fidélité dans le mariage et leur jugement sévère de toute violation de la vertu féminine. Si une femme rompait ses vœux de mariage, elle était forcée de se suicider par pendaison. Son corps était ensuite publiquement brûlé, et la personne qui l'avait aidé à commettre le crime était exécutée sur les cendres. Les anciens anglo-saxons et leurs descendants modernes partageaient un fort sentiment de fierté. Ils ne pouvaient jamais tolérer quoi que ce soit qui ressemble à de la soumission. Bien qu'ils fussent parfois submergés, ils n'étaient jamais vaincus. Même lorsqu'ils étaient capturés et faits prisonniers, leur esprit indomptable ne pouvait jamais vraiment être subjugué. Les Romains forçaient parfois leurs prisonniers à combattre comme gladiateurs pour le divertissement du peuple de la ville. À une occasion, 30 anglo-saxons, qui avaient été capturés et étaient gardés à cette fin, choisirent de se strangler plutôt que d'accepter ce manque de respect. Toute la nation montrait constamment une détermination inébranlable, affrontant toutes sortes de dangers et endurant de nombreuses difficultés plutôt que de se rendre ou de céder à toute autorité autre que celle qu'ils avaient établie pour leur bénéfice. Leurs descendants, que ce soit en Angleterre ou en Amérique, possèdent encore un esprit similaire. L'arrivée d'un groupe de barbares féroces et déterminés sur une petite île près de la rivière Tamise est considéré comme un événement significatif de l'histoire anglaise. Cet événement est célébré comme le début de la grandeur et de la puissance britannique. Avant cela, l'histoire de l'Angleterre remonte au conflit entre les Romains et les Bretons indigènes,
ainsi qu'aux attaques des Pictes et des Écossais. Cependant, après l'arrivée des Anglo-Saxons, tous ces peuples indigènes ont progressivement disparu et ont été remplacés par les nouveaux colons. La monarchie actuelle trouve son origine dans ses racines anglo-saxonnes. Tout ce qui a précédé l'arrivée de cette nouvelle lignée est semblable à l'histoire des tribus amérindiennes avant l'arrivée des pèlerins anglais. Le débarquement des pèlerins sur Plymouth Rock est considéré comme le point de départ de l'histoire de la République américaine, tandis que l'arrivée des aventuriers anglo-saxons sur l'île de Thanet marque l'origine de la monarchie britannique. Cet événement est un jalon significatif dans le passé lointain, bien qu'il puisse sembler vague et éloigné maintenant. Et pourtant, malgré l'impact significatif et les conséquences à long terme de cet événement, il semblait être une petite occurrence sans importance à l'époque. Au départ, il n'y avait que 3 navires. Les rapports diffèrent quant à leur taille et leur nature. Certains récits mentionnent qu'ils transportaient 300 hommes, tandis que d'autres suggèrent que le nombre de personnes arrivées lors du premier débarquement était de 3000. Cependant, cela peut sembler impossible car aucun des 3 navires construits à cette époque ne pouvait transporter un si grand nombre de personnes. Nous pouvons donc supposer que le nombre mentionné inclut ceux qui sont arrivés lors d'expéditions antérieures et ont été regroupés par l'historien. Alternativement, il est possible que plusieurs autres navires ou transports aient accompagné les 3 navires que l'histoire commémore spécifiquement comme les premiers à arriver. Nous savons très peu de choses sur la forme et la taille des bateaux que ces marins utilisaient pour naviguer sur les mers britanniques dans les temps anciens. Ils étaient appelés « sieulls », bien que le nom soit parfois orthographié « seals » et de différentes manières dans les anciens documents. 6 bateaux étaient assez grands et robustes, capables de résister à des conditions difficiles en mer. Ils faisaient face sans crainte à toutes sortes de tempêtes ou de dangers, que ce soit en hiver ou en été, dans les eaux turbulentes de l'océan germanique. Les noms des commandants qui ont dirigé l'expédition qui a débarqué en premier ont été préservés, et ils ont acquis une grande renommée, comme on pouvait s'y attendre. 6 commandants étaient Hengist et Horsa, qui étaient des frères. L'endroit où ils ont débarqué était l'île de Thanet. Thanet est une étendue de terre située à l'embouchure de la rivière Tamise, sur son côté sud. C'est un promontoire qui s'étend dans la mer, formant le cap du côté sud de l'estuaire créé par l'embouchure de la rivière. Le point le plus éloigné de la terre est appelé North Foreland. Il est bien connu des marins du monde entier car c'est le point que de nombreux navires quittant la Tamise doivent passer en se dirigeant vers le sud, en direction de la France, de la Méditerranée, des Indes et de l'Amérique. Le North Foreland, situé sur l'île de Thanet, est le point le plus éloigné de l'île. Cependant, il ressemble davantage à une partie du continent plutôt qu'à une île séparée. Il est seulement séparé du continent par un ruisseau ou un cours d'eau étroit. Dans le passé, ce ruisseau était plus large et navigable, mais il est maintenant presque bloqué et effacé par le sable et les sédiments. 6 particules sont transportées par la rivière Tamise et poussées dans le ruisseau par les vagues de la mer. À l'époque de Hengist et Horsa, le ruisseau était suffisamment grand pour servir de port à leurs navires. Ils arrivèrent dans une ville appelée Ebbsfleet, qui est maintenant située plus à l'intérieur des terres. Il y a une certaine incertitude quant à la raison pour laquelle Hengist et Horsa sont venus pour la première fois sur la côte anglaise. Il n'est pas clair s'ils sont venus lors d'une expédition de piraterie, s'ils ont été poussés vers la côte par le mauvais temps ou s'ils ont été invités par le roi britannique. De tels groupes d'anglo-saxons avaient sans doute visité auparavant dans des situations similaires, et puis, après de courts voyages à l'intérieur des terres, étaient retournés à leurs navires et avaient navigué loin. Cependant, dans ce cas, ils ont rencontré une situation politique unique et extraordinaire dans le pays où ils étaient arrivés. Cette situation les a conduits à prolonger leur séjour et à établir finalement une forte présence dans le pays. En conséquence,
eux et leurs partisans et descendants sont devenus les souverains absolus du pays et ont maintenu le contrôle jusqu'à ce jour. Les raisons de leur pouvoir durable étaient les suivantes. Le roi de Grande-Bretagne à cette époque s'appelait Vortigern. Lorsque les Anglo-Saxons sont arrivés, lui et son gouvernement faisaient face à de nombreuses difficultés et dangers dus aux attaques des Pictes et des Écossais. Au lieu de répondre avec une vigilance et une énergie accrues, comme Alfred le ferait plus tard dans des circonstances similaires, Vortigern succomba au désespoir, comme le font souvent les esprits faibles. Il se livra à la débauche et au vice, essayant d'échapper à sa détresse mentale en recherchant le plaisir. Des hommes comme lui sont prêts à chercher de l'aide ou du secours de n'importe quelle source et à n'importe quel prix. Au lieu de voir les intrus anglo-saxons comme de nouveaux ennemis, Vortigern pensa à leur demander de l'aide. Il proposa de leur donner une grande parcelle de terre dans la région où ils étaient arrivés, à condition qu'ils l'aident dans ses batailles contre ses autres ennemis. Hengist et Horsa acceptèrent la proposition. Ils menèrent leurs partisans au combat et vainquirent les ennemis de Vortigern. Ils retournèrent dans leur pays d'origine et invitèrent de nouveaux aventuriers à les rejoindre. Vortigern était satisfait du succès de son plan. Les Pictes et les Écossais furent repoussés dans leurs bastions des montagnes du Nord, et les Bretons récupérèrent leurs terres pacifiquement avec l'aide et la protection de leurs nouveaux alliés. Entre-temps, les Anglo-Saxons s'établissaient rapidement et se renforçaient dans la partie sud-est de l'île que Vortigern leur avait donnée. Cette région est maintenant connue sous le nom de comté de Kent. Hengist, leur chef, augmenta également son influence grâce à une alliance matrimoniale habile. Il avait une fille nommée Rowena, qui était belle et talentueuse. Hengist l'invita à venir en Angleterre et, à son arrivée, il organisa un somptueux festin pour le roi Vortigern et d'autres invités importants. Pendant le festin, lorsque le roi était excité par la consommation de vin, Rowena vint lui offrir plus de vin. Le roi fut impressionné par sa beauté et sa grâce, comme Hengist l'avait prévu. Lorsque le roi apprit qu'elle était la fille de Hengist, il demanda sa main en mariage. Hengist refusa d'abord, mais finit par accepter après avoir prétendu s'opposer à la demande du roi. C'est l'histoire racontée par certains anciens chroniqueurs. Les historiens modernes sont divisés sur la question de savoir si c'est vrai ou un mythe. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de Hengist et Horsa grandit avec le temps, suscitant l'inquiétude des Bretons qui craignaient que leurs nouveaux alliés ne deviennent plus forts que leurs ennemis précédents. Cela conduisit à des conflits et finalement à la guerre. La guerre dura 2 siècles, avec les Anglo-Saxons gagnant constamment du terrain et les Bretons perdant. En raison de la supériorité mentale et physique de la race anglo-saxonne, ils remportèrent la victoire presque partout et presque toujours, avec seulement quelques exceptions. Il y eut parfois des périodes de paix et des moments de convivialité qui n'étaient que temporaires. Lors d'une de ces occasions, Hengist fut accusé de trahir le roi Vortigern. Il invita le roi Vortigern et 300 de ses officiers à un festin. Pendant le festin, une bagarre éclata et les Saxons, qui avaient une force supérieure, tuèrent tous les Bretons. Le roi Vortigern fut capturé et détenu comme prisonnier jusqu'à ce qu'il paye une rançon en cédant 3 provinces à son ravisseur. Hengist justifia sa demande en blâmant les Bretons pour avoir commencé la bagarre. Il est tout à fait possible qu'il méritait également une part de blâme. En creusant plus profondément, ils atteignirent finalement un grand cercueil fabriqué à partir du tronc d'un chêne. À l'intérieur du cercueil se trouvait un squelette humain d'une taille exceptionnellement grande. Le crâne était très grand et portait 10 blessures. 9 de ces blessures s'étaient guéries, comme l'indiquaient les concrétions osseuses, suggérant qu'elles étaient survenues alors que la personne était encore en vie. La 10e blessure restait dans un état indiquant qu'elle était la cause de la mort. Les os de l'épouse d'Arthur furent trouvés près de ceux de son mari.
Les cheveux semblaient parfaits lorsqu'ils furent découverts, avec toute la fraîcheur et la beauté de la vie. Cependant, un moine de l'abbaye les toucha pendant l'exhumation et ils se transformèrent en poussière. Ce sont les histoires que les anciennes chroniques racontent à propos du roi Arthur, le dernier et le plus grand souverain des anciens aborigènes britanniques. Il est intéressant de noter qu'il existe encore un débat parmi les historiens aujourd'hui sur l'existence du roi Arthur, malgré tous les détails mentionnés précédemment à propos de sa vie et de sa mort. Chapitre 3. L'arrivée des Danois. Les Anglo-Saxons, dirigés par Hengist et Horsa, arrivèrent en Bretagne en 449. Il fallut plus de 200 ans pour que les Bretons soient complètement vaincus et que la domination saxonne soit établie sur toute l'île. Après quelques siècles de plus, les Anglo-Saxons durent se défendre contre un nouveau groupe d'envahisseurs appelés les Danois, qui venaient de l'autre côté de l'océan germanique. Les Saxons n'étaient pas unis sous un gouvernement central lorsqu'ils se sont installés dans leur organisation civile. Au lieu de cela, le territoire anglais était divisé en 7 ou 8 royaumes distincts. Chaque royaume avait sa propre dynastie ou lignée de rois. Les royaumes avaient des degrés variables de relations amicales et d'alliances entre eux. Ce système de gouvernance est connu dans l'histoire sous le nom d'heptarchie saxonne. Les princes de ces différentes dynasties montraient les mêmes qualités d'audace et d'énergie dans leurs relations entre eux et avec les puissances étrangères, reflétant le comportement de leurs prédécesseurs. Même les reines et les princesses faisaient preuve de courage et de détermination, prouvant que les qualités du sang anglo-saxon restaient fortes lorsqu'elles étaient héritées par les femmes. Par exemple, il y a une histoire remarquable à propos de l'une de ces princesses saxonnes. Il y avait un roi en Europe dont les terres étaient situées entre le Rhin et l'océan germanique qui voulait la marier à son fils, Radiger. La princesse accepta et l'accord fut finalisé. Le roi mourut bientôt, mais avant de passer, il changea d'avis sur le mariage de son fils. Il se trouve qu'il avait épousé une seconde femme, qui était la fille d'un puissant roi des Francs, un peuple fort du continent. Comme son fils hériterait de manière inattendue du trône en raison de la mort imminente de son père, il avait besoin du soutien immédiat d'une alliance puissante. Ainsi, le roi lui conseilla de renoncer à épouser la princesse saxonne et de former plutôt une alliance avec les Francs, tout comme il l'avait fait. Le prince accepta ce plan et, après la mort de son père, il épousa sa belle-mère, qui était l'ancienne épouse de son père. Bien que cette union soit considérée comme extrêmement inhabituelle aujourd'hui, elle ne semblait pas être vue comme quelque chose d'extraordinaire à l'époque. La princesse anglo-saxonne fut très en colère contre cette rupture de promesse de la part de son prétendant. Elle rassembla une armée, prépara une flotte et navigua avec la force qu'elle avait rassemblée à travers l'océan germanique pour affronter l'infidèle Radiger. Sa flotte entra dans l'embouchure du Rhin et ses soldats débarquèrent, avec elle à leur tête. Elle divisa son armée en 2 parties. Une partie resta avec elle comme garde dans son camp, qu'elle installa près de l'endroit où elle avait débarqué. L'autre partie fut envoyée pour trouver et attaquer Radiger, qui rassemblait ses forces dans un état d'alarme en raison de la menace soudaine et inattendue. Avec le temps, ce groupe revint et déclara qu'ils avaient rencontré et combattu Radiger et l'avaient complètement battu. Ils revinrent célébrant leur victoire, pensant que l'amant infidèle avait été bien puni pour ceux qui l'avaient fait. La princesse, au lieu d'être heureuse de leur succès, leur dit de retourner et de capturer Radiger comme prisonnier. Ils suivirent ses ordres et, après l'avoir pourchassé, ils finirent par l'attraper dans une forêt et l'amenèrent au camp de la princesse. Il supplia pour sa vie et tenta d'expliquer pourquoi il avait rompu le contrat en parlant de sa situation désespérée et des dernières volontés de son père. La princesse dit qu'elle était prête à lui pardonner s'il se débarrassait maintenant de sa rivale et faisait ce qu'il avait promis de faire pour elle. Radiger accepta cette demande.
Il mit fin à son mariage avec sa femme franque et épousa à la place la dame anglo-saxonne. Bien que les anglo-saxons continuèrent à montrer le même esprit remarquable et la même énergie dans tout ce qu'ils faisaient, et qu'ils réussissaient généralement au même niveau qu'ils avaient dès le début, ils rencontrèrent finalement un adversaire redoutable en les Danois. Cependant, il est important de noter que le terme danois dans l'histoire ne se réfère pas exclusivement aux gens du Danemark. Ils venaient de divers endroits le long des mers du Nord et de la Baltique. Ils vivaient sur la mer plutôt que sur la terre. Ils étaient un groupe de marins courageux et féroces, tout comme les anglo-saxons 2 siècles plus tôt. Il y a beaucoup d'histoires incroyables sur leur courage et leurs habitudes agressives. Ils restaient autour des baies le long des côtes de la Suède et de la Norvège et des îles qui bloquent l'entrée de la mer Baltique. Ils étaient organisés en grands groupes, chacun dirigé par un chef appelé roi de la mer, parce que leur territoire appartenait principalement à la mer. Ils construisaient ou achetaient leurs bateaux sur le rivage et cherchaient refuge parmi les îles et les baies pendant les tempêtes. Mais ils étaient fiers de ne jamais vivre dans des maisons ou de connaître les conforts ou les plaisirs de la terre d'une quelconque manière. Ils allaient partout pour conquérir et voler, et ils étaient fiers de leurs actions violentes et injustes. Il était considéré comme honorable de rejoindre leur groupe. Les dirigeants et les nobles qui vivaient sur la terre envoyaient leurs fils rejoindre CS gangs de pirates pour gagner du pouvoir, de la richesse et de la renommée. Cela était vu comme un moyen d'atteindre le succès et la reconnaissance, tout comme les officiers militaires ou navals respectables de nos jours serviraient un gouvernement étranger réputé. En plus des puissants dirigeants de CS Group, de nombreux chefs inférieurs commandaient des navires isolés ou de petites escadrilles. Il s'agissait généralement des fils cadets des dirigeants ou des chefs, tandis que leurs frères aînés restaient à la maison pour hériter du trône ou des biens familiaux. Tout comme aujourd'hui en Europe, il était considéré comme honteux pour les membres des familles nobles de s'engager dans un travail honorable. Ils pouvaient piller et tuer sans déshonneur, mais ils ne pouvaient pas travailler. Voler et tuer leur apportait de la gloire, tandis que faire le bien ou être utile de quelque manière que ce soit leur apportait de la honte. 16 fils cadets allaient également en mer à un très jeune âge. Ils étaient souvent envoyés à l'âge de 12 ans afin qu'ils puissent s'habituer aux conditions difficiles et aux dangers de leur combat, ainsi qu'aux tempêtes hivernales. Cela les préparait aux exigences physiques que la mer impose à ceux qui osent s'y aventurer. Lorsqu'ils revenaient, ils étaient soit accueillis avec respect et honneur, soit ignorés et disgraciés selon la quantité de butin et de dépouilles qu'ils avaient ramenés. Pendant les mois d'été, les rois eux-mêmes préparaient et équipaient des forces navales pour des expéditions similaires. Ils naviguaient le long des côtes de la mer, cherchant des zones non protégées à attaquer. Ils pillaient ensuite des villes, mettaient le feu à des châteaux, volaient des objets de valeur, capturaient des personnes pour les réduire en esclavage, enlevaient des femmes et, dans certains cas, blessaient brutalement des enfants sans défense avec leurs lances de manière extrêmement cruelle et terrifiante. En rentrant chez eux, ils pouvaient découvrir que leurs châteaux avaient été brûlés et leurs maisons laissées sans toit à cause d'une attaque d'un groupe similaire. Ainsi, dans le passé et le présent, les mers de l'Europe de l'Ouest étaient remplies de flottes de navires. Cependant, à cette époque, les navires n'étaient pas engagés dans un commerce pacifique transportant des marchandises et n'étaient pas manœuvrés par des marins inoffensifs. Au lieu de cela, ils étaient chargés d'armes et manœuvrés par des pirates dangereux, qui étaient craints et méprisés par tout le monde. L'un des premiers rois de la mer à devenir suffisamment connu pour être retenu dans l'histoire fut Ragnar Lodbrog. Il gagna en renommée grâce à ses exploits, qui correspondaient à son caractère rude et non civilisé. Le père de Ragnar était un prince de Norvège. Il épousa une princesse danoise, ce qui donna à Ragnar une prétention à un royaume danois. Ce royaume comprenait diverses îles et zones près de l'entrée de la mer Baltique. Cependant,
Il y avait un rival nommé Harald qui voulait aussi ce pouvoir. Les Francs se sont alliés à Harald et Ragnar a été vaincu et forcé de quitter ses terres. Malgré cette défaite, Ragnar n'a pas abandonné. Il a construit une flotte de navires et est devenu un puissant roi de la mer. Il a dirigé ses forces navales avec détermination, énergie et une planification minutieuse, ce qui a permis à son pouvoir de croître rapidement. Il a pris le contrôle d'autres rois de la mer et a établi un empire maritime solide. Il a entrepris des voyages de plus en plus lointains. Enfin, pour se venger des Francs qui avaient aidé son ennemi chez lui, il a traversé le détroit de Douvres et a descendu la Manche jusqu'à l'embouchure de la Seine. Il a remonté cette rivière jusqu'à Rouen et y a débarqué, semant la peur et la panique dans tout le pays. De Rouen, il a marché vers Paris sans rencontrer d'opposition ni trouver de défense pour la capitale. 16 soldats ont détruit le monastère de Saint-Germain près de la ville. Alors, le roi des Francs, réalisant qu'il n'avait pas le choix, a payé une grosse somme d'argent pour racheter Ragnar et sa bande. Avec l'argent et d'autres choses qu'ils avaient prises, Ragnar et son groupe sont retournés à leur navire à Rouen et ont navigué vers leurs lieux habituels parmi les baies et les îles de la mer Baltique. Cet exploit a rendu le nom de Ragnar Lodbrog célèbre. Cela l'a également aidé à gagner plus de pouvoir. Plus tard, il a attaqué l'Espagne et a même osé combattre les Anglo-Saxons en Grande-Bretagne, tout comme les Anglo-Saxons avaient combattu les autochtones des siècles plus tôt. Cependant, Ragnar a trouvé que les épées et les lances anglo-saxonnes qu'il a rencontrées en débarquant en Angleterre étaient beaucoup plus redoutables que celles qu'il avait affrontées du côté sud de la Manche. Il a finalement été vaincu lors de la bataille. Voici les détails. En préparant son attaque sur la côte anglaise, il savait qu'il affronterait des ennemis redoutables. Il a construit 2 énormes navires, plus grands que d'habitude, et entièrement armés et équipés. Il les a remplis d'hommes soigneusement choisis et a navigué le long de la côte écossaise, cherchant un endroit approprié pour débarquer. Les montagnes et les îles d'Écosse connaissent fréquemment des vents violents et des tempêtes. Les navires de Ragnar ont été pris dans l'une de ces tempêtes et ont été poussés sur le rivage. Les navires ont été perdus, mais les hommes ont réussi à s'échapper sur la terre ferme. Indifférent à ce revers, Ragnar les a organisés et rassemblés en une armée et a marché plus loin à l'intérieur des terres pour affronter toutes les forces opposantes. Son chemin l'a conduit en Northumbrie, le royaume saxon le plus septentrional. Là, il a rapidement rencontré une force beaucoup plus grande et plus puissante, commandée par le roi Ella. Cependant, avec son courage caractéristique et téméraire, il avança hardiment pour les affronter. Selon les rapports, il a percé les lignes ennemies 3 fois, dirigeant son petit groupe et ouvrant un chemin droit à travers elles. Cependant, il fut finalement submergé. 6 hommes furent tués et il fut capturé. Malheureusement, nos ancêtres traitaient leurs captifs de manière très cruelle. Ils remplissaient une fosse de serpents venimeux et y forçaient le pauvre Ragnar. Les serpents venimeux le tuèrent avec leurs morsures. C'est Ella, le roi de Northumbrie, qui ordonna et exécuta cette punition. L'expédition de Ragnar se termina sans obtenir de résultats durables dans l'histoire anglo-saxonne. Cependant, elle est notable comme la première d'une série d'invasions par les Danois ou Northmen, qui venaient de diverses côtes des mers baltiques et germaniques. 6 invasions ont finalement causé des problèmes significatifs aux anglo-saxons. À un moment donné, les conquêtes danoises posaient une menace sérieuse pour éradiquer complètement et renverser le pouvoir anglo-saxon de l'île. Ils auraient probablement réussi s'il n'y avait pas eu les actions sages, courageuses, astucieuses et hautement qualifiées de la personne discutée dans cette histoire, comme cela sera entièrement expliqué dans les chapitres à venir. Ragnar n'était pas le seul Northman à avoir tenté de débarquer en Angleterre et de piller les Anglo-Saxons, même à son époque.
Bien qu'il n'y ait pas de documents historiques détaillés de cette époque, nous avons hérité de nombreuses légendes, ballades et chroniques anciennes qui racontent les divers événements qui se sont produits. D'après ces récits, il semble que les rois de la mer commençaient à attaquer les côtes anglaises et d'autres rivages accessibles à cette époque. Certaines de ces invasions étaient assez formidables. Au début, CS voyages n'étaient effectués que pendant l'été. Les raiders se rassemblaient leurs butins et retournaient dans leurs terres à l'automne, passant l'hiver dans les baies et les îles. Finalement, ils devinrent plus audacieux. À l'automne de 851, un grand groupe d'entre eux a débarqué sur l'île de Thanet, où les Saxons avaient débarqué des siècles auparavant. Ils installèrent calmement leur camp d'hiver sur le sol anglais. Ils parvinrent à y rester tout l'hiver et étaient prêts pour des actions encore plus audacieuses au printemps. Ils créèrent une grande alliance et rassemblèrent une flotte de 350 navires, galères et bateaux. Ils naviguèrent bravement sur la Tamise, pillant Londres en chemin. Ils marchèrent ensuite vers le sud jusqu'à Cantorbéry et la pillèrent également. De là, ils pénétrèrent dans l'un des royaumes anglo-saxons connus sous le nom de Mercie. Les habitants de la région furent incapables d'opposer une résistance significative à leur périple de pillage. Finalement, un groupe puissant d'anglo-saxons fut formé et envoyé pour affronter les Danois. La bataille eut lieu dans une forêt remplie de chênes et les Danois furent battus. Cependant, cette victoire n'apporta qu'un soulagement temporaire aux royaumes anglo-saxons. De plus en plus d'envahisseurs danois arrivaient et débarquaient constamment, devenant de plus en plus intrépides s'ils réussissaient, et n'étant pas facilement découragés par des revers temporaires. La plus puissante expédition parmi toutes celles-ci fut organisée et dirigée par les fils et les proches de Ragnar. Les proches du malheureux chef, poussés à la fois par un désir de butin et une soif sauvage de vengeance, se lancèrent dans cette mission audacieuse. Ils passèrent un temps considérable à rassembler une grande flotte et à convaincre autant de dirigeants que possible de les rejoindre dans cette entreprise. L'histoire de leurs compatriotes mourant des morsures de serpents et de scorpions, tandis que ces tortionnaires célébraient autour de lui, les remplit d'une colère extrême et d'un désir de vengeance. Cependant, ils procédèrent à leur plan de manière très prudente. Ils ne se précipitèrent en rien. Ils laissèrent suffisamment de temps pour le rassemblement et l'organisation de la Confédération. Quand tout fut prêt, ils découvrirent qu'il y avait 8 rois et 20 comtes dans l'alliance, principalement des proches et des camarades de Ragnar. Les 2 leaders les plus importants parmi eux étaient Guthrum et Ubba. Ubba était l'un des fils de Ragnar. Finalement, à la fin de l'été, la puissante expédition mit les voiles. Ils approchèrent de la côte anglaise et débarquèrent sans rencontrer de résistance. Les Saxons semblaient choqués et incapables de répondre à l'énormité du danger. Les divers royaumes de l'Heptarchie s'étaient réunis sous Egbert quelques années plus tôt, mais ils maintenaient encore leurs identités distinctes. Chaque royaume espérait que si une invasion survenait, elle n'affecterait que le premier royaume attaqué. Comme ces royaumes étaient souvent en compétition et hostiles les uns envers les autres, ils ne s'unirent pas pour faire face à ceux qui s'avéra être une menace commune. Les Danois, donc, installèrent pacifiquement leur camp et se préparèrent soigneusement à passer l'hiver dans leur nouvel emplacement, comme s'ils étaient dans leur propre pays. Pendant tout ce temps, malgré la manière calme et prudente avec laquelle ces individus cherchaient à rendre justice à leurs compatriotes assassinés, leur colère et leur désir de vengeance continuaient de croître. Lorsque le printemps arriva, ils se préparèrent pour la bataille et avancèrent dans le territoire d'Ela. Ela fit tout ce qu'il put pour les affronter et leur résister, mais la colère et le désir de vengeance que ces actions cruelles avaient suscité étaient trop puissants pour être surmontés. Son pays fut détruit, son armée fut vaincue, et il fut capturé. La mort douloureuse et terrifiante de Ragnar, tué par des serpents, fut vengée par des tortures encore plus horrifiques infligées au corps mutilé d'Ella.
Les détails de ces tortures sont trop terribles pour être expliqués en détail. Après avoir accompli leur expédition, on s'attendait à ce qu'ils quittent l'île et retournent dans leur foyer danois. Cependant, ils n'avaient aucune intention de le faire. Au lieu de cela, ils commencèrent une campagne de destruction et de conquête à travers toute l'Angleterre, qui dura plusieurs années. Ils brûlèrent et attaquèrent les régions qui leur résistaient. Ils capturèrent et occupèrent des villes, les traitant comme les leurs. Un royaume après l'autre fut conquis. Le royaume du Wessex semblait être le dernier à tenir, et cela devint le foyer du conflit. Ethelred était le roi. Les Danois envahirent ses terres pour l'attaquer. Lors de la bataille qui s'ensuivit, Ethelred mourut. Son frère Alfred, le personnage principal de cette histoire, devint le nouveau roi et dut assumer les devoirs et l'autorité de diriger le royaume pendant une période très difficile et dangereuse pour la nation. Les actions d'Alfred pendant l'urgence, qui impliquaient de sauver son pays des dangers et d'établir les fondations de sa grandeur et de sa gloire, lui ont valu une grande estime de la part des nations du monde entier et ont assuré que son nom serait rappelé pour l'éternité. Chapitre 4. Famille, foi et fondation, les débuts d'Alfred. Avant de commencer à parler du règne d'Alfred en tant que chef, prenons un moment pour revenir sur sa jeunesse. Alfred ressemblait à Washington en ce qu'il possédait un mélange unique de qualités. Il était à la fois un chef militaire compétent et avait de solides principes moraux et religieux. Il était très dévoué à ses devoirs. Cette combinaison de qualités est assez rare parmi les personnages célèbres, mais, dans le cas d'Alfred, elle peut s'expliquer par ses expériences de vie précoces. C'est son frère Ethelred qu'Alfred a immédiatement succédé. Le père d'Alfred s'appelait Ethelwolf, et les intérêts ultérieurs d'Alfred ainsi que son état d'esprit ont probablement été influencés par l'arrière-plan et la personnalité de son père. Ethelwolf a été élevé dans un monastère à Winchester, qui était une institution importante pour l'éducation et la dévotion religieuse à cette époque. Les croyances et les obligations liées à la religion il y a 1000 ans étaient très différentes de ceux qui est accepté maintenant. Cependant, à cette époque, en plus de nombreuses superstitions, il y avait aussi une quantité significative de dévouement sincère et authentique aux principes chrétiens, et un fort désir de vivre d'une manière qui honorait Dieu, la religion et le bien-être de l'humanité. Les établissements monastiques étaient présents partout, protégés par leur caractère sacré de la violence et des guerres qui ravageaient tout ce qui se trouvait hors de la portée de la croix. Les individus réfléchis, sérieux et intellectuels cherchaient refuge dans ces établissements, tandis que les individus agités, grossiers et turbulents continuaient à troubler et terrifier le monde avec leurs querelles incessantes. À l'intérieur des monastères, les gens étudiaient, écrivaient et lisaient. Ils copiaient des livres, maintenaient des registres, menaient des activités dévotionnelles et éduquaient la jeunesse. En bref, ils accomplissaient les fonctions intellectuelles de la vie civile dans leur retraite close et isolée. These functions, qui peuvent maintenant être exercées en plein air, n'auraient pas été possibles à cette époque sans les retraites monastiques pour fournir un abri. Ethelwolf, un fils cadet, n'avait jamais prévu de devenir roi. Il avait décidé de rejoindre le monastère de Winchester et de prendre les vœux. Son père était satisfait de voir son fils aîné se préparer pour le trône et n'avait aucune objection au plan d'Ethelwolf. Cependant, à mesure qu'Ethelwolf vieillissait, il devenait évident qu'il pourrait devoir monter sur le trône si son frère venait à mourir. Cela a conduit toutes les personnes concernées à désirer sa libération de ses vœux monastiques. Ils ont approché le pape et ont demandé une dispense, qui a été accordée. Ethelwolf est alors devenu général dans l'armée. Finalement, son frère est décédé et Ethelwolf est devenu roi. Pendant son règne, il a conservé le caractère paisible, calme et sérieux qui l'avait conduit à rejoindre le monastère.
Ce caractère a probablement été renforcé et confirmé par ses expériences et habitudes là-bas. Il avait un ministre capable, énergique et belliqueux qui a efficacement géré ses affaires pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, Æthelwulf a laissé les affaires publiques à son ministre et s'est concentré sur ses intérêts. Il a visité des monastères, poursuivi des études, soutenu l'Église et voyagé à Rome. Pendant cette période, son royaume, qui avait déjà absorbé la plupart des autres royaumes de l'Heptarchie, est devenu encore plus stable. Cependant, la situation s'est aggravée après l'arrivée des Danois, comme décrit dans le chapitre précédent, et tout le pays a fait face à un danger extrême et immédiat. Cependant, la situation n'est devenue complètement désespérée qu'après la mort d'Æthelwulf, ce qui sera expliqué plus tard. Æthelwulf a épousé une femme qui avait une personnalité douce, calme et sérieuse, semblable à la sienne. Alfred était le plus jeune enfant et, comme c'est souvent le cas avec le plus jeune, il était le favori. Il était toujours proche de ses parents et fortement influencé par eux jusqu'à ce que sa mère décède alors qu'il était encore jeune. Par la suite, Æthelwulf a envoyé Alfred à Rome. Rome était alors un centre religieux et éducatif beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Il y avait des écoles à Rome, financées par différentes nations européennes, où les fils nobles recevaient leur éducation. Cependant, le but d'Alfred n'était pas l'éducation. Il y est allé pour faire le voyage, explorer la ville, rencontrer le pape et gagner en reconnaissance à travers l'Europe en tant que futur dirigeant de l'Angleterre grâce à la renommée de son expédition. Æthelwulf avait l'intention à cette époque de passer outre ses fils aînés et de désigner Alfred, le plus jeune, comme son successeur au trône. Le voyage a été fait avec beaucoup de fastes et de parades. Un grand cortège de nobles et d'ecclésiastiques accompagnait le jeune prince, et une réception splendide lui était réservée dans les différentes villes de France qu'il traversait en chemin. Il n'avait que 5 ans, mais sa position et ses perspectives faisaient de lui, malgré son jeune âge, une personne de grande distinction. Après avoir passé peu de temps à Rome, il est retourné en Angleterre. 2 ans plus tard, Æthelwulf, le père d'Alfred, a décidé d'aller lui-même à Rome. Sa femme était décédée, ses fils aînés avaient grandi, et son aversion naturelle pour les responsabilités et le travail difficile de gouverner semble avoir été augmentée par les inquiétudes et les dangers causés par les attaques des Danois et par son propre âge avancé. Après avoir pris les dispositions nécessaires pour le royaume en mettant ses fils aînés aux commandes, il a emmené le plus jeune, Alfred, qui avait alors 7 ans, avec lui. Ils ont traversé la Manche et ont débarqué sur le continent, en route pour Rome. Tous les arrangements pour ce voyage ont été faits de manière grandiose et splendide. C'était une époque rude et quelque peu incivilisée, et très peu de progrès avaient été réalisés en termes de paix et d'aspect industriel de la vie. Cependant, en ce qui concerne les arts liés à la guerre, tout ce qui impliquait le mouvement des armées, la grandeur des processions royales, la décoration des chevaux, l'armure et les uniformes des soldats, ainsi que le spectacle et la mise en scène des événements militaires, un niveau de progrès significatif avait été atteint. Le roi Æthelwulf a utilisé toutes les ressources disponibles pour rendre son voyage impressionnant. Il avait un grand groupe de serviteurs et de partisans, et il a apporté des cadeaux précieux pour le pape. Le roi Charles de France, dont Æthelwulf devait traverser les terres, l'a accueilli avec grand honneur. Charles avait une fille nommée Judith. Malgré son âge avancé, Æthelwulf est tombé amoureux de la jeune fille. Après une courte visite en France, Æthelwulf a voyagé vers Rome. Son arrivée et sa visite ont attiré beaucoup d'attention. En tant que roi d'Angleterre, il était une personne très importante, et il est venu avec un grand groupe de personnes et de manière grandiose. Il avait un vif intérêt pour les autorités religieuses et les institutions de Rome, et elles s'intéressaient également beaucoup à lui. Il a offert des cadeaux coûteux au pape, y compris une couronne en or pur pesant 4 livres. Il a également offert une épée décorée d'or.
Il y avait de nombreux ustensiles et récipients saxons, certains en or et d'autres en argent doré. Il y avait aussi beaucoup de robes richement ornées. Le roi Æthelwulf a distribué de l'argent aux habitants de Rome, de l'or aux nobles et au clergé, et de l'argent au peuple commun. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les chroniqueurs saxons ont exagéré la générosité du roi Æthelwulf à cette occasion. Comme d'autres historiens de l'époque, ils avaient tendance à exagérer les réalisations et la renommée des héros dans leurs récits. Sans aucun doute, la visite d'Æthelwulf à la capitale a attiré une attention considérable en raison des circonstances qui l'entouraient. Ce voyage, entrepris en grande partie pour le jeune Alfred, a suscité un intérêt significatif et captivé l'attention de beaucoup. En effet, on pense qu'à cette époque, les nations saxonnes avaient réalisé des avancées importantes en termes de richesse, de population et de puissance. Cela permettait à quelqu'un comme le prince Æthelwulf de faire un grand spectacle, s'il le souhaitait, lors d'événements tels qu'un voyage royal à travers la France et une visite à la majestueuse ville de Rome. Les Saxons avaient contrôlé l'Angleterre pendant de nombreux siècles. Malgré les guerres entre eux et avec les nations voisines, ils continuaient à croître en richesse et à progresser dans divers aspects de la vie. Æthelwulf régnait sur un peuple prospère et puissant. Pendant son voyage à Rome, il était reconnu comme une personne de grande importance. Rome était le principal centre d'éducation, de religion et d'influence ecclésiastique à cette époque. L'éducation et la religion étaient étroitement liées, la plupart des enseignements étant dispensés par l'Église. Diverses nations européennes avaient établi des écoles distinctes à Rome, où les jeunes pouvaient apprendre dans leur langue. Æthelwulf est resté à Rome pendant 1 an pour qu'Alfred puisse profiter des avantages de la ville. Alfred était une personne réfléchie et méditative, et il travaillait dur pour remplir ses responsabilités. Son esprit grandissait rapidement, ses capacités s'amélioraient et il acquérait des connaissances adaptées aux circonstances de l'époque. Les influences religieuses et intellectuelles qu'il a vécues ont eu un impact significatif sur la formation de son caractère, ce qui était évident dans ses réalisations ultérieures. Lorsque Æthelwulf est arrivé à Rome, il a découvert que le séminaire saxon, qui avait été établi par un ancien roi saxon, avait été détruit par un incendie l'année précédente. Æthelwulf a pris l'initiative de reconstruire le séminaire en s'assurant qu'il soit encore plus solide qu'auparavant. De plus, il a obtenu certains édits du gouvernement papal pour protéger les droits de ses sujets saxons vivant dans la ville. 6 droits avaient été partiellement violés, et les actions d'Æthelwulf visaient à prévenir toute oppression supplémentaire de ces sujets. En termes simples, la visite d'Æthelwulf non seulement offrait un grand spectacle pour ceux qui voyaient les événements et rituels fastueux qui l'accompagnaient, mais elle apportait également des bénéfices durables et réels à de nombreux groupes de personnes qui devenaient le centre de l'attention bienveillante du roi attentionné. Finalement, après 1 an, Æthelwulf a commencé son voyage de retour. Il a de nouveau traversé la France, comme à l'aller. Pendant son séjour en France, quelque chose s'est produit qui a eu un impact significatif sur Alfred et a changé l'avenir d'Æthelwulf. Cet événement était qu'Æthelwulf, déjà attiré par la princesse Judith, la fille du roi de France, a demandé sa main en mariage. Nous ne savons pas ce que la princesse elle-même pensait de cette proposition. Les mariages entre personnes de leur statut étaient déterminés par des raisons politiques importantes ou les préférences personnelles des individus puissants, sans beaucoup de considération pour les opinions ou les désirs de la personne dont le bonheur serait le plus affecté par le résultat. Quoi qu'il en soit, malgré les pensées de Judith, le mariage a eu lieu et le vieux roi est retourné en Angleterre avec sa jeune épouse. Selon les historiens de l'époque, ce qui est difficile à croire, elle n'avait qu'environ 12 ans. Le nom saxon de Judith était Léotéta. Elle fut une excellente mère pour le jeune Alfred, bien qu'elle ait involontairement et indirectement causé des problèmes à son mari dans son royaume.
Les frères aînés d'Alfred étaient des hommes indisciplinés et problématiques. L'un d'eux, Ethelbald, voulait conserver une partie du pouvoir qu'il avait acquis pendant l'absence de leur père, au lieu de le céder pacifiquement à son retour. Il a mené une rébellion contre son père, utilisant le traitement du roi envers sa jeune épouse comme excuse. Ethelwulf aimait sa jeune épouse et voulait lui donner une position importante en politique. Ethelbald a exprimé son mécontentement et s'est plaint. Pour maintenir la paix, leur père a trouvé un compromis et a accordé à Ethelbald une partie du royaume. 2 ans plus tard, leur père est décédé, laissant Ethelbald en pleine possession du trône. Ethelbald est allé encore plus loin dans son comportement irrespectueux envers son père en convainquant la veuve de son père, Judith, de l'épouser. Pendant cette période, Alfred avait entre 8 et 12 ans. C'était un garçon intelligent et observateur qui avait beaucoup appris sur le monde grâce au voyage qu'il avait fait avec son père. Ils ont voyagé à travers l'Angleterre, la France et l'Italie. Judith s'intéressait beaucoup à son développement. Elle lui parlait, encourageait sa curiosité, lui expliquait les choses quand il ne comprenait pas et faisait de son mieux pour l'aider à améliorer ses capacités de réflexion. Alfred était un favori et toujours gâté. Cependant, même à un jeune âge, il avait un sens des responsabilités et de la gentillesse qui le protégeait des effets négatifs d'être gâté. Alfred était réfléchi, calme et introspectif. Il utilisait bien les opportunités qu'il avait et ne profitait pas de la gentillesse et de la générosité qui lui étaient montrées par ceux qui le connaissaient. Alfred aimait la poésie anglo-saxonne qui était populaire à cette époque. 6 poèmes étaient des légendes, des ballades et des contes qui racontaient des histoires de héros, de pèlerins et de vagabonds. Pour Alfred, ces poèmes étaient aussi importants que ceux d'Homère pour Alexandre. Il aimait les écouter, les entendre réciter et les mémoriser. Pour les mémoriser, il devait compter sur l'écoute répétée des poèmes par d'autres car il ne pouvait pas les lire lui-même. Et pourtant, il avait maintenant 12 ans. Cela peut surprendre le lecteur, peut-être, d'entendre cela après tout. Ce qui a été dit sur l'attention portée à l'éducation d'Alfred et les progrès qu'il avait réalisés, qu'il ne savait même pas lire. Mais à cette époque, la lecture n'était pas considérée comme une compétence essentielle pour tout le monde comme elle l'est maintenant. Elle était perçue comme une compétence technique apprise uniquement par ceux qui l'utiliseraient pour leur profession. Les moines et les clercs savaient généralement lire, tandis que les généraux, les gentilshommes et les rois étaient rarement capables de le faire. Comme ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas non plus écrire. Au lieu de signer leur nom, ils faisaient une simple croix à la fin des écrits qu'ils voulaient vérifier. Même les riches de cette époque ne pouvaient généralement pas apprendre à lire car il n'y avait pas de livres. Toutes les informations étaient écrites dans des manuscrits avec les caractères soigneusement écrits sur du parchemin. Les légendes et les lettres initiales étaient souvent magnifiquement décorées avec des miniatures dorées de têtes, de figures ou de paysages. Judith avait un manuscrit de quelques poèmes saxons. Elle avait appris la langue pendant qu'elle était en France. Un jour, Alfred regardait un livre et admirait les lettres fantaisistes en tête des chapitres. 6 frères aînés étaient également dans la pièce. Judith dit que celui qui apprendrait à lire le livre en premier pourrait le garder. Les frères aînés ne s'en souciaient pas, mais Alfred était très intéressé. Il trouva quelqu'un pour lui apprendre et bientôt il lut le livre à Judith. Elle était heureuse pour lui et lui donna le livre, comme elle l'avait promis. Alfred développa rapidement un amour pour les livres grâce à ses études de la langue anglo-saxonne. Il devint ensuite désireux d'apprendre le latin. Les érudits de différents pays européens étaient connectés à cette époque, tout comme ils le sont maintenant. Ils communiquaient en latin car c'était la seule langue qu'ils comprenaient tous. Les écrits les plus respectés par les personnes instruites de toutes les nations étaient les poèmes, les histoires et d'autres œuvres créées par les auteurs célèbres de la Rome antique. Il y avait aussi beaucoup d'écrits sur la théologie, la politique ecclésiastique et le droit,
qui était très respecté et écrit en latin. Les moines faisaient des copies de C.S. œuvres dans les abbayes et les monastères, et les érudits consacraient leur vie à les étudier. Ce n'était pas nécessairement le devoir d'un jeune prince d'explorer ce domaine puisqu'ils étaient destinés au trône, mais Alfred avait un fort désir de le faire. Cependant, il ne le poursuivit pas car il n'y avait pas de professeur qualifié disponible à la cour à cette époque. Alfred, malgré sa nature studieuse, était aussi physiquement actif, agile et fort. Il était habile, courageux et puissant en tant que chasseur et excellait dans divers sports de cette époque. Même à un jeune âge, il montrait des signes de posséder la rare combinaison de qualités intellectuelles et physiques qui permettent aux individus d'atteindre et de maintenir une grande influence parmi les gens. Le mariage étrange qui a eu lieu après la mort d'Ethelwolf entre sa jeune veuve et son fils n'a pas duré longtemps. Les gens d'Angleterre furent très surpris par ce mariage, et un évêque puissant, l'évêque de Winchester, s'y opposa fortement. En conséquence, Ethelbald non seulement divorça de sa femme, mais accepta également une pénitence sévère imposée par l'évêque comme punition pour son méfait. Judith, se sentant abandonnée, vendit plus tard les terres et les propriétés que ses deux maris lui avaient données. Après avoir dit un dernier adieu à Alfred, quelqu'un qu'elle appréciait profondément, elle retourna dans son pays natal. Peu de temps après, elle épousa un prince du continent dont les territoires s'étendaient entre la Baltique et le Rhin. À partir de ce moment-là, elle disparaît complètement de l'histoire d'Alfred. Chapitre 5. Les Vikings aux portes, affrontements danois et saxons. Après avoir terminé l'histoire de la jeunesse d'Alfred en utilisant les archives disponibles, nous poursuivons l'histoire générale du pays en revenant sur le sujet des attaques et des victoires des Danois, ainsi que sur les événements liés à l'accession d'Alfred au trône. Pour aider le lecteur et l'auditeur à mieux comprendre cette guerre, décrivons quelques incidents et scènes spécifiques mentionnés par les historiens anciens. Voici un exemple. Les Danois étaient très hostiles envers les monastères et les établissements religieux des Anglo-Saxons. Premièrement, ils étaient païens et détestaient fortement le christianisme. Deuxièmement, ils savaient que ces lieux isolés étaient souvent utilisés pour stocker ou cacher des trésors. Ces établissements non seulement abritaient des trésors gardés par les rois et les individus puissants pour leur protection, mais possédaient également des ustensiles en or et en argent pour les services de la chapelle. De plus, ils contenaient une collection variée de cadeaux précieux régulièrement offerts par des saints dévots ou des pécheurs repentants. Les Danois étaient très heureux lorsqu'ils attaquaient une abbaye ou un monastère. Ils satisfaisaient leur désir ardent de haine et d'amour en étant personnellement cruels envers les moines et les nonnes. Ils gagnaient également beaucoup de trésors précieux pour eux-mêmes. Une histoire effrayante est racontée à propos d'un groupe de nonnes qui, par peur d'une bande de Danois, se mutilèrent le visage d'une manière trop terrible à expliquer. Elles firent cela en dernier recours pour se protéger de la brutalité de leurs ennemis. Elles suivaient les conseils et l'exemple de leur leader, et cela a fonctionné. Il y avait une abbaye célèbre appelée Crowland. Elle était située dans le Lincolnshire, dans la partie orientale de l'Angleterre. Il y a une grande baie appelée The Wash, sur la côte Estimated. Elle est entourée d'une vaste zone de terre basse et marécageuse. La terre est drainée par de longs canaux et traversée par des routes construites sur des remblais. Des digues sont construites le long des cours d'eau et des moulins à vent travaillent sans relâche pour pomper l'eau des champs vers les canaux qui l'évacuent. Crowland est situé là où deux rivières se rejoignent, coulant lentement à travers cette région plate mais belle et verdoyante. Les vestiges de l'ancienne abbaye subsistent encore, construits sur des pieux enfoncés dans le sol marécageux. Ils forment maintenant un ensemble de ruines très intéressantes. L'année précédant l'accession d'Alfred au trône, l'abbaye était à son apogée. Une fois, elle a fourni 200 hommes.
6 hommes, dirigés par un moine nommé Frère Joly, ont rejoint les armées anglaises pour combattre les Danois. L'armée anglaise était trop petite malgré leurs tentatives désespérées de la renforcer. Ils se tenaient en groupe serré toute la journée, utilisant leurs boucliers pour se protéger des flèches des soldats ennemis à pied et leurs piques pour se défendre contre la cavalerie. Pendant la nuit, les Danois semblaient se rendre dans le combat. Cependant, dès que les Saxons, qui avaient été confinés et prudents, commencèrent à se sentir un peu plus en sécurité et à se disperser, leurs ennemis implacables revinrent et lancèrent des attaques de groupes séparés avec une intensité encore plus grande qu'auparavant. Les Saxons essayèrent de toute leur force, mais ne réussirent ni à se défendre ni à s'enfuir. À mesure que leurs camarades étaient tués, les survivants se tenaient sur les cadavres pour gagner un léger avantage. Finalement, presque tous furent tués. Quelques individus réussirent à s'échapper dans une forêt voisine et restèrent cachés là tout au long de la journée suivante. Quand il fit sombre, ils continuèrent leur voyage vers l'abbaye, où ils informèrent les personnes inquiètes de la destruction de l'armée. Ils les avertirent également du danger imminent qu'ils devaient désormais affronter. Une scène terrible et effrayante se déroula. Les messagers effrayés racontèrent leur histoire, épuisés et exténués, à l'entrée de la chapelle, où les moines priaient. Les allées étaient remplies de cris de peur et de désespoir. L'abbé, nommé Théodore, prit immédiatement des mesures pour faire face à la situation. Il décida de ne garder au monastère que quelques moines âgés et un petit nombre d'enfants. Il croyait que leur totale impuissance dissuaderait les Danois d'être cruels ou de chercher à se venger. Le petit groupe restant, composé d'environ 30 individus, fut placé sur un bateau et envoyé sur la rivière, car la majorité des frères étaient déjà partis avec le frère Joly pour rejoindre la grande bataille. Au début, il peut sembler étrange d'envoyer les forts et les valides tout en gardant les faibles et les vulnérables face au danger. Cependant, les moines savaient très bien que la résistance était futile et que leur meilleure chance de sécurité résidait dans le fait de paraître complètement sans défense. Les trésors furent également envoyés avec tous les hommes. Ils rassemblèrent rapidement tous les objets de valeur, tels que les reliques, les bijoux et les plats en or et en argent qui pouvaient être facilement transportés, et les mirent dans un bateau. Ils les emballèrent aussi solidement qu'ils le purent dans leur précipitation et leur nervosité. Les bateaux naviguèrent sur la rivière jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit isolé où vivait un ermite ou une sorte de solitaire. Les hommes et les trésors lui furent confiés. Il cacha les hommes dans les fourrés et autres cachettes dans les bois et enterra les trésors. Pendant ce temps, après que les bateaux et le groupe de moines qui les accompagnaient eurent quitté l'abbaye, l'abbé Théodore et les moines restants se hâtèrent de cacher les trésors restants. Ils laissèrent derrière eux toute l'argenterie et une précieuse table d'autel, ainsi que de nombreux vêtements sacrés et coûteux utilisés par les grands prêtres dans leurs cérémonies, car ces objets étaient difficiles à transporter. L'abbé et les moines se cachèrent dans des endroits sécurisés, revêtirent leurs robes sacerdotales et se rassemblèrent dans la chapelle pour prier. Ils pensaient qu'étant dans un lieu aussi sacré, ils seraient protégés des soldats chrétiens, mais ils avaient tort. Les Danois païens ne se souciaient pas de la sainteté de la chapelle. Ils tuèrent immédiatement l'abbé à l'autel et continuèrent à massacrer tous les autres dans l'abbaye, bien qu'ils soient faibles et sans défense. Une seule personne a survécu. Ce garçon, âgé d'environ 10 ans, s'appelait Turgar. C'était un beau garçon, et l'un des chefs danois l'a remarqué pendant le combat et a eu pitié de lui. Le nom du chef était le comte Sidroc. Sidroc sauva Turgar du danger immédiat et lui donna une tenue danoise. Il dit à Turgar de se débarrasser de ses vêtements et de rester près de lui, en prétendant être un Danois. Soulagé et plein d'espoir de protection, le garçon suivit Sidroc partout et sa vie fut sauvée. Après avoir tué tout le monde, les Danois fouillèrent le monastère à la recherche de trésors cachés, ouvrant les tombes dans le processus.
Ils prirent tout ce qu'ils pouvaient trouver et mirent le feu aux bâtiments qui avaient des parties en bois. Ensuite, ils partirent, laissant les corps brûler lentement dans un gigantesque et terrifiant bûcher funéraire. De Crowland, les raiders se partirent avec Turgar vers une autre grande et riche abbaye voisine, qu'ils pillèrent et détruisirent, tout comme ils l'avaient fait à l'abbaye de Crowland. Sidroc fit de Turgar son domestique, le gardant toujours près de lui. Après avoir terminé leur deuxième conquête, ils chargèrent les objets de valeur qu'ils avaient pris des deux abbayes dans des chariots et se dirigèrent vers le sud. Le comte Sidroc était en charge de certains de ces chariots qui étaient à l'arrière de la ligne de marche. En traversant un gué, l'un des chariots arrière s'enlisa dans le fond boueux, et les chevaux devinrent emmêlés et agités en essayant de le sortir. Sidroc était complètement concentré sur ce problème, et Turgar réussit à s'éclipser sans être remarqué. Il se cacha dans une forêt voisine et, avec une intelligence et une prudence impressionnantes pour un garçon de son âge, il retrouva son chemin vers les restes brûlés de son domicile à l'abbaye de Crowland. Les moines qui s'étaient cachés dans la cellule de l'anachorète étaient revenus et travaillaient parmi les ruines brûlées, essayant de sauver tout ce qu'ils pouvaient et rassemblant les restes carbonisés de leurs camarades pour les enterrer. Ils choisirent l'un des moines survivants pour prendre la place de l'abbé assassiné, réparèrent leurs bâtiments endommagés autant que possible et reprirent leurs fonctions religieuses en tant que communauté. De nombreuses histoires racontées par les chroniqueurs anciens à propos de cette époque sont romantiques et incroyables. Elles peuvent avoir pour origine des incidents et des événements exagérés qui se sont produits et ont été transmis de génération en génération par le bouche à oreille jusqu'à ce qu'ils soient enregistrés par les historiens. L'histoire du martyre du roi Edmond en est un exemple. Edmond était une sorte de roi d'une des nations anglo-saxonnes appelées les Angles de l'Est, qui habitaient la partie orientale de l'île. Selon l'histoire, leur hostilité particulière envers Edmond a été déclenchée de la manière suivante. Il y avait un homme danois audacieux et aventureux nommé Lodbrok. Un jour, il prit son faucon sur son bras et partit seul dans un bateau sur la mer Baltique, ou les détroits la reliant à l'océan Germanique. Il avait l'intention de se rendre sur une île spécifique pour chasser. Les faucons sont un type de faucon que les gens entraînaient à cette époque pour attaquer et abattre des oiseaux en volume. La fauconnerie était une forme de chasse très pittoresque et excitante. Lodbrok se dirigeait vers un endroit pour chasser des oiseaux sauvages qui se rassemblaient en grand nombre sur les falaises et les rivages des îles en mer. Cependant, il fut pris dans une tempête avant d'atteindre son lieu de chasse et son bateau fut poussé en mer. Lodbrok, qui était expérimenté dans la gestion des aventures maritimes et terrestres, géra habilement toutes sortes d'urgences. Il maintint son bateau sur le bon cap et écopa continuellement l'eau qui entrait. Après avoir été transporté à travers l'océan Germanique, il finit par échouer sur la côte anglaise, avec son faucon toujours perché sur son bras, sain et sauf. Il savait qu'il se trouvait dans un pays avec les ennemis les plus dangereux de sa nation et de sa race, alors il essaya de se cacher au lieu d'annoncer son arrivée. Cependant, il fut découvert après quelques jours, errant seul dans une forêt, et fut amené, avec son faucon, au roi Edmond. Edmond fut satisfait de son apparence et de son assurance. Il ne pouvait s'empêcher d'être étonné de la manière dont il avait été amené sur la côte anglaise. À cause de cela, il lui épargna la vie. Quand Edmond réalisa à quel point Lodbrok était connaissant et habile en tant que chasseur, il l'engagea et le traita avec respect et honneur. Lodbrok avait également un lévrier, ce qui lui permettait de chasser avec le roi à la fois sur terre et dans les airs. Le lévrier était profondément dévoué à son maître. Le principal chasseur du roi à cette époque était Beorn. Beorn devint très jaloux de Lodbrok à cause de sa plus grande puissance, de ses compétences et de sa réputation honorable. Un jour, alors qu'ils chassaient seuls avec leurs chiens,
Beorn tua Lodbrok et cacha son corps dans un fourré. Beorn rentra chez lui avec ses chiens, tandis que le lévrier de Lodbrok resta derrière, gardant tristement le corps de son maître. Lorsqu'on lui demanda où se trouvait Lodbrok, Beorn prétendit qu'il était allé dans les bois la veille et qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, le lévrier resta près du corps de son maître jusqu'à ce qu'il ait faim et doive partir chercher de la nourriture. Il rentra chez lui, mangea rapidement, puis retourna dans les bois. Il fit cela pendant plusieurs jours. Son comportement étrange attira l'attention de certaines personnes de la maison du roi, et ils le suivirent. C'est ainsi qu'ils trouvèrent le corps de son maître assassiné. Le roi trouva Beorn coupable du meurtre sans grande difficulté. En guise de punition appropriée pour sa cruauté envers un étranger sans défense, le roi le condamna à être placé sur le même bateau que l'infortuné Lodbrok avait utilisé et envoyé en mer. Les vents et les tempêtes, semblant suivre un plan et guidés par les mêmes principes de justice poétique que le roi, poussèrent le bateau et son marin effrayés de retour à travers la mer Baltique, tout comme ils avaient amené Lodbrok en Angleterre. Le bateau échoua sur la plage, dans les terres familiales de Lodbrok. Lodbrok était un homme de haute stature et de pouvoir dans son propre pays. Il était issu d'une lignée royale et avait de nombreux amis. Il avait 2 fils ambitieux et pleins de vigueur. Par coïncidence, ils reçurent la nouvelle que le bateau de leur père, maintenant en possession d'un étranger saxon, avait débarqué à proximité. Sans tarder, ils localisèrent l'étranger et s'enquirent de l'endroit où se trouvait leur père. Beorn, pour couvrir sa culpabilité, inventa une histoire selon laquelle Lodbrok avait été tué par Edmund, le roi des Angles de l'Est. Les fils de Lodbrok, furieux en entendant cela, rallièrent leurs compatriotes et appelèrent à leur aide pour venger la mort de leur père. Une flotte importante fut rassemblée et ils lancèrent une attaque puissante sur la côte anglaise. Edmund, selon l'histoire, était un homme bon et gentil, plus concentré sur les bonnes actions et la piété que sur la guerre ou les aventures héroïques. Il n'était pas bien préparé pour affronter cet ennemi puissant. En conséquence, il chercha refuge dans un endroit tranquille appelé Egglesdune. Les Danois capturèrent quelques Saxons dans une ville qu'ils avaient attaquée et détruite. Ils forcèrent les captifs à révéler l'endroit où le roi se cachait. Ingvar, le capitaine danois, envoya un message au roi, exigeant qu'il se rende lui-même et qu'il livre tous les trésors de son royaume. Cependant, Edmund refusa. En conséquence, Ingvar assiégea le palais, l'entourant. Finalement, les soldats danois pénétrèrent à l'intérieur, tuant les serviteurs d'Edmund et le présentant, ligoté, devant Ingvar. Ingvar décida que l'homme capturé devait mourir. D'abord, ils le fouettèrent à un arbre, puis le criblèrent de flèches jusqu'à ce que son corps en soit tellement rempli qu'il ne semblait plus y avoir de place pour d'autres. Pendant toute cette épreuve, Edmund continua d'appeler le Christ, trouvant réconfort et force dans sa foi durant ces derniers moments. Cependant, ses prières ne firent qu'irriter davantage ses ennemis. Ils continuèrent à lui tirer des flèches jusqu'à ce qu'il meure, puis ils lui coupèrent la tête et l'emportèrent avec eux. Cela visait à empêcher ses amis de l'enterrer avec son corps. Ils emportèrent la tête loin et la jetèrent dans les bois au bord de la route, pensant qu'il serait difficile de la retrouver. Dès que les Danois partirent, les amis et les partisans effrayés d'Edmund sortirent de leur cachette. Ils trouvèrent facilement le corps, sans vie d'Edmund là où il avait été assassiné. Ils cherchèrent sa tête et finirent par entendre une voix venant des bois les y guidant. Ils suivirent la voix et enterrèrent la tête avec le corps. À l'époque où Alfred fut appelé au trône, il y avait beaucoup de superstitions et de piété authentique. La piété et la superstition étaient étroitement liées. Tout le monde était catholique et suivait l'Église de Rome, donnant de l'argent pour soutenir l'autorité du pape et regardant Rome comme le centre de l'influence et du pouvoir chrétien. Les Saxons avaient une école à Rome que le roi Æthelwulf, le père d'Alfred, avait reconstruite et financée.
Un des anciens rois anglo-saxons avait également accordé un denier par chaque maison du royaume aux successeurs de Saint-Pierre à Rome. Cette taxe, bien que semblant petite, représentait en réalité une somme considérable, dépassant les revenus royaux des rois anglais pendant de nombreuses années. Cela a été payé jusqu'à l'époque d'Henri le VIII lorsque la Réforme a aboli cette taxe et toutes les autres obligations nationales de l'Angleterre envers l'Église catholique. À l'époque d'Alfred, il y avait non seulement des reconnaissances publiques de la suprématie du pape, mais aussi un attachement personnel fort et une grande révérence envers l'Église mère. Il est difficile pour nous d'imaginer cette profonde dévotion religieuse envers Rome compte tenu de l'état divisé du christianisme aujourd'hui. Rome a également été témoin de nombreux miracles qui ont fasciné les superstitieux et les véritables dévots. Ces miracles ont instillé un sentiment de pouvoir et de protection chez les gens. Le pouvoir intervenait régulièrement, servant à sauvegarder la vertu, punir les méfaits et fournir des conseils aux impies comme aux dévots. Il révélait, de manière unique, si leurs actions déplaisaient ou plaisaient au ciel, en fonction de leur nature. Une fois, un incident est censé s'être produit. Cette histoire montrera les idées de cette époque. Un enfant de 7 ans nommé Kenelm est devenu le dirigeant de la lignée anglo-saxonne. Comme il était trop jeune pour prendre des décisions, sa sœur a été nommée régente, jusqu'à ce qu'il grandisse. La sœur voulait avoir tout le pouvoir pour elle-même. Alors, elle a élaboré un plan pour tuer son frère. Elle a engagé quelqu'un pour faire le travail. La personne engagée a emmené l'enfant dans une forêt, l'a tué et a caché son corps dans une zone dense d'un pâturage de vaches connu sous le nom de Clent. Après cela, la sœur est devenue la dirigeante et a veillé à ce que personne ne se pose de questions sur ce qui était arrivé à son frère. Le meurtre n'aurait jamais été connu s'il n'avait pas été révélé comme un miracle à Rome. Un jour, un oiseau blanc est entré dans une église et a déposé un papier sur l'autel de Saint-Pierre. Le papier contenait des mots écrits dans une ancienne forme d'anglais. À Clencowbach, l'enfant du roi Kenelm repose sous une épine, la tête coupée. À un moment donné, personne n'a été capable de lire l'écriture. Finalement, une personne anglo-saxonne l'a vue et l'a traduite en latin, la rendant compréhensible pour le pape et les autres. Le pape a ensuite envoyé une lettre aux autorités en Angleterre, qui ont cherché et trouvé le corps. Mais nous devons arrêter ces digressions que nous avons eues jusqu'à présent pour aider le lecteur à comprendre les idées et les coutumes de l'époque. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des événements qui se sont produits lorsque Alfred est devenu roi. Chapitre 6. Du prince au roi. L'ascension d'Alfred. Pendant la bataille où le frère d'Alfred, Æthelred, fut tué, Alfred combattait à ses côtés. Alfred, qui succéda à Æthelred sur le trône, était alors un jeune homme courageux et énergique. Cela est brièvement mentionné à la fin du 4e chapitre. Le groupe de Danois contre lequel il combattait lors de cette bataille importante était le même groupe faisant partie de l'expédition menée par les fils de Lodbrok, et leurs actions de destruction de monastères ont été décrites dans le chapitre précédent. Peu de temps après ces événements, ce puissant groupe de pillards se déplaça vers l'ouest, vers la région du royaume qui appartenait principalement à la famille d'Alfred. Il y avait une forteresse ou un château sur la Tamise, situé à environ 40 000 à l'ouest de Londres, près des terres d'Æthelred. Cette zone est maintenant occupée par la ville de Reading. Reading est située à la confluence de la Tamise et de la Kennet, une rivière plus petite qui s'y jette par le sud. L'emplacement, protégé par les rivières sur deux côtés, était facilement fortifié. Un château y fut construit et comme c'était typique, une ville se développa autour des murs du château. Les Danois capturèrent et occupèrent cette place forte, l'utilisant comme base pendant un certain temps. Elle servait à la fois de lieu central pour lancer des attaques et de refuge sûr en cas de besoin. Avec une telle forteresse, ils devinrent encore plus puissants.
Le roi Ethelred décida de les en déloger. Il rassembla une grande force, avec son frère Alfred comme second commandant, et se dirigea résolument vers Reading. Il rencontra d'abord un grand groupe de Danois en train de piller. Ce groupe n'était qu'une petite partie de l'armée danoise, car la force principale était restée à Reading pour renforcer et terminer les fortifications. Ils creusaient un fossé d'une rivière à l'autre, coupant l'accès au château sauf par des bateaux ou un pont. Ils construisaient également une levée à l'intérieur du fossé, de sorte que tout ennemi traversant le fossé aurait une montée raide devant lui. Cette montée serait défendue par des rangées d'hommes déterminés en haut qui lanceraient des javelots et des flèches sur les attaquants. Tandis qu'un grand nombre de Danois fortifiaient leur château pour le rendre aussi solide que possible, un autre groupe dirigé par certains des membres les plus audacieux de la horde sortit pour piller et piller. Ethelred rattrapa ce groupe et une bataille féroce s'ensuivit. Les Danois furent vaincus et forcés de battre en retraite. Ils coururent vers Reading. Ethelred et Alfred les poursuivirent. Les différents groupes de Danois qui étaient à l'extérieur des fortifications, engagés à compléter les ouvrages extérieurs ou campant à proximité, furent pris par surprise. Beaucoup d'entre eux furent tués, tandis que les survivants restants se replièrent à l'intérieur des fortifications. Ils étaient tous furieux de leur défaite et désireux de se venger. Les Saxons n'étaient pas assez forts pour prendre leur forteresse. Au lieu de cela, quelques jours plus tard, les Danois lancèrent une attaque bien planifiée et féroce contre les Saxons. Après une longue et déterminée bataille, les Danois remportèrent la victoire et forcèrent les Saxons à battre en retraite. Certains leaders saxons importants furent tués, et tout le pays était très effrayé que les Danois ne prennent bientôt complètement le contrôle de toute la terre. Les Saxons, cependant, n'étaient pas prêts à arrêter de se battre. Ils se regroupèrent, recrutèrent plus de soldats, restructurèrent leurs forces et se préparèrent pour une autre bataille. Les Danois, se sentant plus forts après leur victoire, s'organisèrent pour la bataille et quittèrent leur forteresse pour poursuivre leur ennemi. Les deux armées se rapprochèrent et se préparèrent à se battre. Tout indiquait un conflit féroce, qui serait la bataille décisive finale. L'endroit où les armées se rencontrèrent s'appelait Aesesdune à cette époque, ce qui signifie Ashdown. C'était une colline couverte de frênes. Au cours des 10 derniers siècles, le nom a été abrégé et changé en Aston, si le Aston actuel est en effet le même endroit où la célèbre bataille a eu lieu. Les armées se rapprochèrent à la fin de la journée. Elles étaient toutes deux impatientes de se battre, ou du moins elles faisaient semblant de l'être, mais elles attendirent le lendemain matin. Les Danois divisèrent leurs forces en 2 groupes. 2 rois commandèrent un groupe, et certains leaders appelés Earls commandèrent l'autre. Le roi Ethelred répondit à cet ordre en divisant ses troupes. Il donna à Alfred le commandement d'un groupe tandis qu'il dirigeait l'autre. Avec tout organisé, le bruit et l'activité dans les 2 grands camps se calmèrent enfin tard dans la nuit, alors que les hommes cherchaient à se reposer sous leur simple tente, se préparant au défi et à l'exposition du jour suivant. Certains dormaient, tandis que d'autres restaient éveillés, parlant avec agitation. Ils ne pouvaient pas dormir en raison d'un mélange étrange d'excitation et de peur qui remplissait un camp à la veille d'une bataille. Les feux de camp brûlèrent vivement toute la nuit, et les gardes restèrent vigilants, s'attendant à une alarme soudaine à tout moment. La nuit passa sans aucun bruit. Ethelred et Alfred se réveillèrent tous les 2 tôt. Alfred sortit pour réveiller et rassembler les soldats de sa partie du camp et se préparer pour la bataille. Ethelred, quant à lui, convoqua son prêtre et rassembla les officiers qui étaient toujours avec lui. Ils réalisèrent ensuite un service religieux dans sa tente, suivant les rites et traditions établis par l'Église catholique, même à cette époque ancienne. Alfred voulait agir immédiatement, mais Ethelred croyait qu'il était nécessaire de passer du temps à chercher la protection divine avant d'exercer la force humaine. Ethelred semble avoir hérité de son père
encore plus qu'Alfred, un fort engagement envers la dévotion religieuse, en particulier dans l'observance stricte et fidèle des pratiques religieuses. Dans ce cas, il y avait une raison spécifique d'observer fidèlement les formes du service divin, car la guerre était largement considérée comme un conflit religieux. Les Danois étaient païens, les Saxons étaient chrétiens. Lors de l'attaque des territoires d'Ethelred, les envahisseurs impitoyables éprouvaient une forte haine pour le nom du Christ et montraient une hostilité particulière envers tout bâtiment, organisation ou pratique associée au christianisme. Les Saxons croyaient qu'en résistant aux envahisseurs, ils défendaient non seulement leurs terres et leur vie, mais aussi le royaume de Dieu. Ils se voyaient comme des champions de la cause de Dieu, et ils avaient confiance que Dieu les protégerait au combat ou les récompenserait au ciel s'ils mouraient en martyrs pour son service et sa gloire. Avec cette perspective en tête, Ethelred ne sortit pas au combat tôt le matin. Au lieu de cela, il rassembla ses officiers dans sa tente et en fit une réunion religieuse. D'un autre côté, Alfred, rempli de passion et d'enthousiasme, motivait ses hommes, les inspirant avec des paroles encourageantes et menant par l'exemple. Il fit énergiquement toutes les préparations nécessaires pour le conflit à venir. En effet, Alfred, malgré que son frère soit roi et lui-même seulement lieutenant général, prenait toujours en charge les opérations militaires grâce à son énergie, sa détermination et ses compétences exceptionnelles, même à ce stade précoce de sa vie. Sus frère, tout en tenant le sceptre, comptait fortement sur sa sagesse et son courage pour le défendre. Ethelred pouvait se sentir plus à l'aise en écoutant les prières du prêtre dans sa tente, sachant que l'organisation et la direction d'une grande partie de la force étaient entre de bonnes mains. Les deux camps d'Alfred et d'Ethelred semblaient être quelque peu éloignés l'un de l'autre. Alfred commençait à s'irriter du retard d'Ethelred. Il demanda la raison de ce retard. On l'informa qu'Ethelred assistait à la messe et avait déclaré qu'il ne quitterait pas sa tente avant la fin du service. Alfred, entre-temps, prit le contrôle d'une petite colline, ce qui lui donnerait désormais un avantage dans la bataille. Un arbre épineux solitaire marquait l'endroit. Les Danois avancèrent pour l'attaquer, supposant que, puisqu'ils n'avaient pas le soutien de la division de l'armée d'Ethelred, ils seraient facilement submergés et forcés de battre en retraite. Alfred se sentait très anxieux et inquiet quand Ethelred mit longtemps à arriver. Cependant, Alfred combattit avec une grande détermination et bravoure. Le combat autour de l'arbre épineux dura un moment, et au fur et à mesure que la matinée avançait, il devenait incertain de savoir comment cela se terminerait. Finalement, Ethelred termina ses prières et rejoignit la bataille avec ses troupes, aidant son frère en difficulté. Cela régla rapidement le combat. Les Danois, en infériorité numérique, s'enfuirent. Ils se dispersèrent dans différentes directions, essayant de trouver la meilleure façon d'échapper à leurs poursuivants. Finalement, ils décidèrent tous de se diriger vers leur forteresse à Reading. Ils furent impitoyablement pourchassés et tués par l'armée d'Alfred et d'Ethelred alors qu'ils tentaient de s'échapper. Un grand nombre d'entre eux moururent. Les survivants réussirent à battre en retraite, se barricadèrent à l'intérieur de leurs murs et commencèrent à concentrer leurs efforts sur la réparation et le renforcement de leur défense. Cette victoire changea temporairement toute la situation et eut des conséquences significatives, dont l'une mena indirectement Alfred au trône. Les récits des écrivains de l'époque diffèrent quant à l'explication de la cause ou de la méthode de la victoire. Certains l'attribuent à la confiance calme et à la foi en Dieu face aux défis ou aux dangers, tandis que d'autres soulignent l'importance de leurs propres efforts forts et déterminés. Alfred comptait sur ses attaques puissantes et ses coups forts avec des armes en acier contre ses ennemis païens autour de l'arbre épineux dans le champ. Ethelred mit sa confiance dans les prières pour une protection efficace du ciel dans sa tente. Les récits de l'histoire diffèrent sur qui doit être crédité pour la victoire.
Certains disent qu'Alfred a gagné avec son épée, tandis que d'autres affirment que les efforts d'Alfred furent vains et qu'il fut sauvé de la défaite et de la destruction par l'intervention d'Ethelred, qui apporta la bénédiction du ciel. Les différents récits de ces événements anciens, actuellement trouvés dans les vieilles chroniques, varient considérablement. Ils diffèrent non seulement en termes d'opinion et de perspective, mais aussi en termes de détails factuels. Même l'emplacement exact de cette bataille, malgré ce que nous avons mentionné au sujet d'Aston pouvant dériver de Aescesdune, n'est pas complètement certain. Une autre ville voisine, appelée Ashbury, revendique également être le site de la bataille. Une raison de croire que c'est l'emplacement correct est qu'il y a des ruines d'un ancien monument ici. Selon la tradition, ce monument a été construit pour se souvenir d'un chef danois tué par Alfred. Il y a un autre monument unique à proximité appelé le Cheval Blanc, qui est également censé célébrer les victoires d'Alfred. Le cheval blanc est un simple dessin d'un cheval réalisé en enlevant l'herbe de la pente raide d'une colline pour révéler la roche blanche crayeuse en dessous. La forme de la roche exposée ressemble à un cheval, bien que certaines personnes pensent qu'elle pourrait également être confondue avec un chien. Le nom du cheval blanc a été transmis depuis les temps anciens, et la colline où il est gravé est appelée la colline du cheval blanc. Certains antiquaires astucieux croient avoir trouvé des preuves que cette immense sculpture a été créée pour célébrer le triomphe d'Alfred et d'Ethelred sur les Danois à l'ancien Aescesdune. Indépendamment des diverses perspectives sur l'impact des actions d'Alfred et de la foi d'Ethelred dans la défaite des Danois lors de cette bataille, les conséquences furent significatives pour tous les concernés. Ethelred subit une blessure, soit pendant cette bataille, soit lors de conflits plus petits ultérieurs, ce qui le fit souffrir et finalement mourir après quelques mois. La décision et la bravoure d'Alfred pendant la bataille, ainsi que sa détermination à diriger les opérations subséquentes alors que le pouvoir d'Ethelred déclinait, lui valurent encore plus de respect de la part de ses compatriotes. À l'approche de la mort d'Ethelred, le peuple commença à voir Alfred comme son successeur légitime. Bien qu'il y ait eu des enfants des frères aînés d'Alfred qui auraient pu hériter du trône selon les principes héréditaires traditionnels, la nation croyait que la situation était trop critique et les menaces pour leur pays trop immédiates pour placer un enfant sur le trône. L'élévation de l'un de ces enfants aurait provoqué une longue et intense lutte entre les parents et amis influents pour prendre le contrôle du pays pendant que le jeune souverain était encore un enfant. Cela aurait conduit à la destruction du pays alors que les Danois étaient encore stationnés à Reading, en attendant plus de soutien de l'étranger. Par conséquent, ils se tournèrent vers Alfred comme le leader auquel ils se soumettraient une fois qu'Ethelred serait décédé. Pendant ce temps, les Danois, au lieu d'être vaincus par leurs circonstances malheureuses, se fortifièrent dans leurs forteresses, lancèrent des attaques depuis leur défense et combattirent leurs ennemis chaque fois que possible, provoquant une alarme constante dans le pays. Finalement, ils retrouvèrent leurs forces et effrayèrent leurs ennemis, y compris Ethelred, le leader et roi nominal, qui était maintenant encore moins capable de leur résister. Les Danois prirent à nouveau le terrain, engageant plus de batailles. Bien que les chroniqueurs saxons soient réticents à admettre que les Saxons furent vraiment vaincus dans ces conflits, ils reconnaissent que les Danois conservaient le terrain qu'ils occupaient et forçaient les habitants découragés et démoralisés du pays à battre en retraite. Pendant ce temps, d'autres groupes de Danois continuaient d'arriver sur la côte, effectuant des raids et des pillages à travers le pays. Les Danois à Reading furent renforcés par CS Band, ce qui rendit le conflit entre eux et les forces d'Ethelred encore plus déséquilibré. Alfred fit de son mieux pour résister à la vague de malchance, avec l'autorité limitée et incertaine qu'il avait. Mais ses efforts furent infructueux. Ethelred, probablement épuisé par le stress et la tristesse causés par l'état de son royaume, vécut encore un peu de temps puis mourut.
Alfred fut unanimement choisi pour être le roi. Cela se produisit en 871. Il était important de trouver un endroit sûr et sécurisé pour enterrer le corps d'Ethelred. Il était considéré comme un martyr parce qu'il était mort en défendant la foi chrétienne contre les païens. Il savait que même ses restes inanimés seraient en danger de la part de ses ennemis à moins qu'ils ne soient placés quelque part loin et bien protégés. Dans le Dorsetshire, sur la côte sud de l'Angleterre, il y avait un monastère appelé Wimborne, considéré comme un lieu sacré et approprié pour les sépultures royales. Cet endroit est resté sacré jusqu'à aujourd'hui. On croit que l'actuelle grande église cathédrale ou église principale se trouve sur le site de l'ancien monastère. L'église est remplie de monuments du passé et impressionne tout le monde par sa grandeur architecturale solennelle. Ils enterrèrent le corps d'Ethelred ici. C'était un lieu isolé et sacré où régnait un silence solennel et une révérence telle qu'aucune hostilité chrétienne n'aurait jamais osé troubler. Les Danois, qui pratiquaient un paganisme sacrilège, n'auraient pas montré beaucoup de respect pour cet endroit s'ils l'avaient jamais atteint. Cependant, ils ne l'ont jamais fait. Le corps d'Ethelred fut laissé intact. Plusieurs siècles plus tard, des voyageurs qui visitèrent la région notèrent qu'il y avait un monument avec l'inscription suivante. Ici repose le corps d'Ethelred, roi de West-Saxonie, le martyr, qui mourut aux mains des Danois païens en l'an de notre Seigneur 871. C'est ce que la plupart des gens croient au sujet de la mort d'Ethelred. Cependant, certains historiens modernes, qui doutent ou ne croient pas en de nombreuses choses écrites dans les anciens récits, tentent de montrer qu'Ethelred n'a pas été tué par les Danois. Au lieu de cela, ils soutiennent qu'il est mort de la peste, qui se propageait dans cette région de l'Angleterre à cette époque. Quoi qu'il en soit, il est mort, et son frère Alfred est devenu le nouveau souverain. Chapitre 7. Ascension et chute, la bataille d'Alfred pour la suprématie. Les historiens disent qu'Alfred ne voulait pas devenir roi lorsque Ethelred est mort et que la couronne lui a été offerte. Si devenir roi était quelque chose qu'il désirait, il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre qui voulait aussi être roi et dont la revendication aurait pu être plus forte que celle d'Alfred. Il semble que l'un ou plusieurs des frères qui régnaient avant Alfred avaient un fils, et si le royaume était assez précieux pour être revendiqué, la revendication de leur fils aurait été plus forte que celle de leur oncle. En termes de droit héréditaire, un fils a toujours une priorité plus élevée qu'un frère, tant que les droits peuvent continuer à être transmis. Les nobles, les dirigeants et les puissants du royaume de Wessex, qui était le royaume spécifique provenant des ancêtres d'Alfred, se sont tous réunis pour encourager Alfred à devenir roi. Son père l'avait choisi pour être le prochain roi dans son testament, bien qu'il soit incertain de savoir combien de pouvoir un monarque devrait avoir pour décider de l'avenir de son royaume par un testament. Alfred céda finalement à ses demandes et décida d'endosser le rôle de roi. Tout d'abord, il se rendit à Wimborne pour participer aux cérémonies funéraires de son frère décédé. Ensuite, il se rendit à Winchester, situé dans le sud de l'Angleterre, pour être couronné et oint en tant que roi. Winchester était un centre religieux important, même à ses débuts. Elle servit de capitale du royaume des Saxons de l'Ouest pendant un certain temps. Elle avait une grande importance et le couronnement d'Alfred y eut lieu, accompagné de cérémonies impressionnantes et solennelles. Il est intéressant de noter que les lieux considérés comme sacrés par les institutions religieuses à cette époque ont, pour la plupart, conservé leur caractère sacré jusqu'à aujourd'hui. Winchester est maintenant célèbre dans toute l'Angleterre pour sa magnifique cathédrale et la vaste institution religieuse qui s'y trouve. Les revenus et dépenses annuelles de cet établissement dépassent de loin ceux de nombreux États des États-Unis. Le revenu de l'évêque seul était 2 fois supérieur au salaire du président des États-Unis pendant de nombreuses années. En conséquence, l'évêque de Winchester est largement connu en Angleterre pour sa richesse,
son pouvoir ecclésiastique, la splendeur architecturale de la cathédrale et la richesse et l'importance du collège des ecclésiastiques sous sa direction. Alfred fut couronné à Winchester. Après la cérémonie, il rassembla ses forces et affronta à nouveau les Danois. Le pays était dans un état terrible. Les Danois avaient étendu leur position, pris le contrôle des villes et même revendiqué des terres. Ils semblaient prévoir de rester de façon permanente dans le royaume d'Alfred. Les Saxons étaient désorganisés et démoralisés, avec peu d'espoir de résister à leurs envahisseurs problématiques. Qu'ils perdent ou gagnent, leurs conquérants ne montraient ni pitié ni modération. Vaincre une horde ne faisait qu'entraîner une attaque immédiate d'une autre, encore plus déterminée et impitoyable. Alfred réussit à rassembler les forces restantes et à se préparer pour une nouvelle série de combats. La première grande bataille eut lieu à Wilton, juste 1 mois après qu'il soit devenu roi. La bataille fut âprement disputée. Au début, les troupes d'Alfred gagnaient et il semblait qu'il allait l'emporter. Mais finalement, les Danois inversèrent la situation et Alfred et ses troupes furent forcés de battre en retraite. Les deux camps subirent de lourdes pertes et furent incapables de continuer à se battre. Au lieu de reprendre les combats, les deux commandants décidèrent de négocier. Ubba était le nom du chef danois. À la fin, il conclut un traité avec Alfred. Selon le traité, Ubba accepta de quitter les domaines d'Alfred et de le laisser vivre en paix. La seule condition était qu'Alfred ne s'immiscerait pas dans les guerres de Ubba, dans d'autres parties de l'Angleterre. Le royaume d'Alfred s'appelait Wessex. En dehors de Wessex, il y avait aussi l'Essex, la Mercie et la Northumbrie. Ubba et ses Danois réalisèrent qu'Alfred était un adversaire redoutable et qu'il ne serait pas facile de le vaincre. Alors, ils décidèrent d'abandonner un royaume sur les 4, tant qu'Alfred ne s'opposait pas à leurs attaques sur les 3 autres. Ils firent un traité et les Danois partirent. Ils quittèrent leur position et place forte dans le Wessex et se rendirent à Londres, qui était en Mercie. Là, ils commencèrent à conquérir et à piller sans rencontrer de véritables opposants. Buthred était le roi de Mercie. Il ne pouvait pas se battre seul contre Ubba et ses Danois, et il ne pouvait pas non plus obtenir de l'aide d'Alfred. À cette époque, Alfred reçut beaucoup de critiques et a fait face à des critiques répétées depuis lors. Il fut critiqué pour avoir conclu une paix séparée uniquement pour lui-même et ses terres, tout en abandonnant ses alliés naturels et amis, les habitants des autres royaumes saxons. Faire un accord de paix avec des païens sauvages et impitoyables, à condition de laisser ses voisins chrétiens à leur merci, a été perçu comme injuste, voire déloyal. Cependant, ceux qui défendent ces actions soutiennent que sa responsabilité était d'assurer la paix et la prospérité dans son royaume tout en laissant les autres dirigeants s'occuper de leurs propres affaires. Il croit qu'il aurait été injuste pour lui de mettre en danger la vie et les biens de son peuple pour une question d'honneur, surtout quand il n'avait pas les moyens de les protéger ou de protéger ses voisins. Cependant, Buthred réalisa qu'il ne pouvait obtenir d'aide d'Alfred ni protéger son royaume avec ses forces. Alors, il essaya de négocier avec les Danois et réussit à leur verser une grosse somme d'argent. La condition était qu'il quitterait définitivement son royaume et ne le dérangerait plus. Ce genre d'action est généralement désespéré et n'offre guère d'espoir. Payer des voleurs, des mendiants ou tout type d'oppresseurs ne fait que les encourager à revenir plus tard, sous un prétexte quelconque, avec de nouvelles exigences ou plus d'oppression, s'attendant à un paiement encore plus élevé. Malheureusement, Buthred vécut la même situation dans ce cas. Ubba voyagea vers le nord pendant un certain temps, vers le royaume de Northumbrie. Après avoir conquis et pillé là-bas, il retourna en Mercie, affirmant qu'il y avait une pénurie de nourriture dans le royaume du Nord et qu'il devait revenir. Buthred lui paya une somme d'argent encore plus importante pour qu'il parte à nouveau. Cette fois-ci, Ubba ne resta pas longtemps éloigné, mais dépensa l'argent avec son armée en fêtes et en indulgences. Puis,
Il reprit ses activités précédentes de volume et de pillage. Mais, finalement, se sentant désespéré et voyant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à la terrible peste qui avait infesté son royaume, Buthred quitta le pays et s'enfuit à Rome. Il fut accueilli comme un roi exilé à l'école saxonne, où il mourut plus tard de tristesse et de désespoir. Les Danois prirent le contrôle de ceux qui restaient du gouvernement de Buthred. Ils détruisirent un mausolée célèbre, qui était l'ancien lieu de sépulture des rois de Mercie. Cette destruction des tombes était une forme de divertissement pour les Danois, un amusement brutal pour ajouter un peu d'excitation à leur bataille avec les vivants. Ils découvrirent un fonctionnaire nommé Ceolwulf, qui, bien que saxon, était prêt à devenir roi sous l'autorité des Danois. Il occupa cette position sur leur ordre et leur paya un tribut chaque année. Ceolwulf était haï par ses compatriotes qui le considéraient comme un traître. En retour, il les opprimea et les tyrannisa. Pendant ce temps, un nouveau leader nommé Halfden arriva en Angleterre avec un nouveau groupe de Danois. Halfden avait une grande flotte de navires et, après avoir débarqué 16 hommes et s'être engagé dans diverses aventures dans différentes parties de l'Angleterre, il commença à se concentrer sur les territoires d'Alfred. Au début, Alfred ne prêta pas beaucoup d'attention aux actions de Halfden, car il croyait que son traité avec Ubba empêchait toute la nation danoise d'empiéter sur son royaume, même s'il visait d'autres royaumes saxons. Alfred avait un château renommé à Wareham, situé sur la côte sud de l'île dans CE qui est maintenant le Dorsetshire. Ce château était le lieu le plus fort de ses possessions. Le château était gardé et protégé, mais sans une vigilance particulière, car personne ne s'attendait à une attaque. Halfden amena sa flotte sur la côte sud de l'île et, en organisant une expédition là-bas, il mit les voiles avant que quiconque ne soupçonne son plan, il entra dans la baie, attaqua par surprise le château de Wareham et le captura. Alfred et les habitants de son royaume furent non seulement surpris et alarmés par la perte du château, mais ils furent aussi remplis de colère face à la trahison des Danois pour avoir rompu leur accord en attaquant. Cependant, Halfden affirmait qu'il était un chef indépendant, agissant de son propre chef, et n'était lié par aucune obligation prise par Ubba. Après cela, il y eut une série de batailles et d'accords, avec des guerres trompeuses alternant avec des périodes de paix encore plus trompeuses et insaisissables. Aucun des deux camps n'obtint une victoire claire. À un moment donné, les Danois attaquèrent de manière inattendue un grand groupe de cavalerie d'Alfred, qui, faisant confiance au cessez-le-feu, se déplaçait dans le pays sans grande précaution. Les Danois descendirent de leurs chevaux et effrayèrent les hommes. Ils prirent les chevaux pour eux et avaient maintenant une cavalerie. Il leur aurait été difficile d'amener une cavalerie par bateau à travers l'océan germanique. Ils n'attendirent pas qu'Alfred se remette de la surprise et du choc de cette trahison soudaine. La nouvelle troupe danoise montée parcourut rapidement la côte sud de l'Angleterre jusqu'à ce qu'elle atteigne la ville d'Exeter. Son nom était Exancester à l'époque. C'était et c'est toujours une ville très importante. Elle est devenue bien connue comme le lieu où la reine Henrietta Maria, la mère de Charles le II, chercha refuge et endura des souffrances. Perdre cet endroit fut un revers important pour Alfred, jetant une ombre sombre sur son avenir. Cela donna à ses ennemis le contrôle de toute la côte sud de son royaume et signala une période de calamité désespérée et irréversible pour tout le pays. Il apparaît également, d'après des déclarations claires et des indices trouvés dans les récits de l'époque, qu'Alfred n'avait pas le respect et l'affection de ses sujets pendant cette période de son règne. Il n'est pas directement accusé, mais plutôt mentionné comme étant largement connu pour avoir commis de nombreuses fautes qui ont poussé ses compatriotes à s'éloigner de lui et à voir ses malheurs comme des punitions divines. Il était jeune et passionné, rempli d'énergie et d'enthousiasme juvénile, et était ravi de devenir roi. Et, lorsque les Danois le laissèrent tranquille sur la base des traités qu'il avait conclus avec Ubba,
Il se livra au plaisir, pas toujours innocent. Il fut également accusé d'être un tyran et oppressif dans son règne. Il était tellement concentré sur la satisfaction de son ambition et de ses désirs personnels qu'il négligea ses devoirs de souverain. Il ignora les intérêts et le bien-être de son peuple et exerça ses pouvoirs royaux de manière despotique et arbitraire. À ce stade tardif, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les critiques du début du règne d'Alfred étaient influencées ou exacerbées par les malheurs et les catastrophes qui lui arrivèrent. D'une part, il ne serait pas surprenant que, étant jeune, ambitieux et impulsif à cette époque de sa vie, il ait fait des erreurs et ait fait des choses que les jeunes rois font souvent lorsqu'ils accèdent soudainement au pouvoir. Cependant, en des temps rudes et peu développés comme ceux-ci, les gens ont toujours eu tendance à juger les actions militaires et gouvernementales uniquement sur la base de leur succès. Ainsi, lorsqu'ils virent que les plans d'Alfred échouaient les uns après les autres et que son pays souffrait malgré ses efforts pour l'empêcher, il était naturel pour eux de se concentrer sur et d'exagérer ses fautes et de blâmer tous leurs malheurs nationaux sur elles. Il y avait une personne nommée Saint Néot qui était liée à Alfred et qui le conseillait. L'abbé de Crowland écrivit plus tard un livre sur la vie de Saint Néot. Dans ce livre, il est mentionné que Saint Néot critiquait fréquemment Alfred pour son comportement pécheur et le mettait en garde contre les conséquences graves s'il ne changeait pas. Les paroles de Saint Néot étaient fortes, mais elles étaient justifiées compte tenu des actions négligentes et irrégulières d'Alfred. Un jour, en s'adressant au roi, Saint Néot dit « Vous vous enorgueillissez de votre pouvoir et persistez obstinément dans vos méfaits. Cependant, une punition sévère vous attend. Je vous exhorte à suivre mon conseil, à changer de comportement et à gouverner votre peuple avec justice et bonté plutôt qu'avec cruauté et injustice. En faisant cela, vous pourrez peut-être éviter les châtiments divins imminents, s'il en est encore temps. » Avec un langage comme celui-ci, il est clair que seule une grave défaillance de la part d'Alfred pouvait nécessiter ou justifier de tels propos. Quoi qu'il ait pu faire pour le mériter, ses méfaits furent entièrement expiés par ses souffrances ultérieures. Il se racheta également noblement par ses actions sages, prudentes, loyales et patriotiques dans sa vie ultérieure. Lorsque Halfden et ses partisans prirent le contrôle du château de Wareham et d'Exeter, Alfred était roi depuis plusieurs années. 6 échecs à remplir ses devoirs se produisirent pendant cette période, mais ils n'étaient pas significatifs. Cependant, Alfred devint maintenant alarmé par le danger imminent qui menaçait non seulement le bien-être de son peuple, mais aussi son royaume et sa vie. Nous avons déjà vu qu'un monarque saxon avait été chassé de Exeter et était mort dans un état misérable en tant qu'exilé à Rome. Cela motiva Alfred à travailler sérieusement pour regagner son influence perdue parmi son peuple et reconquérir leur soutien. Comme première étape, il rassembla un grand groupe de dirigeants et de nobles importants du royaume. Il leur parla et insista sur le danger urgent qui menaçait leur pays. Il les exhorta à s'unir fortement et activement avec lui pour lutter contre leur ennemi commun. Il leur dit qu'ils devaient faire de grands sacrifices, renoncer à leur confort, leur aisance et leur richesse, pour résister avec succès aux dangers imminents. Il les appela à prendre les armes et leur demanda de contribuer l'argent nécessaire pour financer une forte poursuite de la guerre. 6 discours, ainsi que la passion et la détermination d'Alfred, eurent un effet. La nation se réveilla et commença à faire de nouveaux efforts, et pendant un moment, il sembla que le pays pourrait être sauvé. Parmi les autres actions qu'Alfred entreprit durant cette urgence, il y eut la construction et l'équipement d'une flotte de navires pour affronter les Danois sur l'eau. Le but était de rencontrer et d'attaquer de nouveaux groupes d'envahisseurs qui, selon les rumeurs, venaient le long de la côte sud pour rejoindre les Danois déjà présents sur l'île.
Construire une marine est un défi principalement parce qu'il est plus difficile de trouver des marins entraînés que de construire des navires. Pour équiper sa petite flotte, Alfred dut recruter des marins étrangers dans les ports, dont certains étaient considérés comme non civilisés. Il réussit même à convaincre des pirates de rejoindre son service en leur offrant un paiement et en leur permettant de conserver tout butin qu'ils captureraient à l'ennemi. Ces efforts d'Alfred pour construire et équiper une flotte sont considérés comme les premières étapes ayant jeté les bases de l'immense puissance navale britannique que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque la flotte fut prête à naviguer, de nombreuses personnes se rassemblèrent sur les rivages, observant avec impatience ses mouvements, espérant qu'elle réussirait dans ses batailles contre des adversaires plus expérimentés. Alfred réussit dans ses premières entreprises avec ses navires. Il rencontra une flotte de navires danois dans la Manche et les vainquit. De plus, sa flotte captura l'un des plus grands navires ennemis. Dans ceux qui seraient considérés comme cruels selon les normes d'aujourd'hui, ils jetèrent à la mer les marins et les soldats qu'ils trouvèrent à bord et gardèrent le navire. Après tout, Alfred n'a pas réussi à obtenir une victoire claire et décisive sur ses ennemis. Ils étaient trop nombreux, trop dispersés et fermement établis dans différentes parties de l'île, dont certaines étaient sous leur contrôle depuis de nombreuses années. Le temps passa, des batailles furent livrées, des traités de paix furent signés, des serments furent prêtés, des otages furent échangés, et puis, après une courte période de repos, les hostilités reprenaient, chaque camp accusant l'autre de trahison. Ensuite, les pauvres otages étaient tués, d'abord par un camp, puis, en représailles, par l'autre. Dans l'un de ces accords de paix temporaires et insaisissables, Alfred essaya de faire s'engager les Danois en utilisant des serments chrétiens. Les Danois avaient une manière coutumière de s'engager lorsqu'ils voulaient faire une promesse religieuse solennelle, qui consistait à jurer sur un ornement spécial qu'ils portaient à leurs bras, appelé un bracelet. Nous ne savons pas exactement à quoi il ressemblait, mais il est clair qu'ils le considéraient comme ayant une sorte de signification sacrée et peut-être idolâtre. Jurer sur ce bracelet était l'engagement le plus sérieux qu'ils pouvaient se prendre. Cependant, Alfred n'était pas satisfait de cette pratique païenne, alors il leur fit jurer sur des reliques chrétiennes lors de la confirmation d'un traité. 6 reliques étaient considérées comme des mémoriaux de la crucifixion de Jésus ou des parties des corps de saints morts qui avaient été miraculeusement préservés. Les chrétiens de cette époque croyaient que ces reliques étaient sacrées, de la même manière que leurs ennemis païens considéraient leurs bracelets de bras. Alfred ne pouvait pas imaginer que ces conventicules trompeurs, qui rompaient facilement leurs paroles, pourraient être liés par ceux qu'il méprisait et regardait de haut. Peut-être croyait-il que même s'ils n'étaient pas plus susceptibles de respecter le nouveau serment que l'ancien, leur violation de celui-ci, lorsqu'elle se produirait, serait encore considérée comme une faute importante. Il pensait que sa cause serait encore renforcée lorsqu'il ferait face au mécontentement spécifique et sévère du ciel pour leurs actions. Les chefs danois n'étaient que rarement complètement vaincus ou définitivement expulsés du royaume. Au fil du temps, l'armée d'Alfred devint plus petite et son royaume plus faible. Il manquait de ressources, perdit ses amis, et ses villes et châteaux furent capturés. Finalement, environ 8 ans après avoir été couronné roi du plus puissant royaume saxon à Winchester, il se retrouva dans une pauvreté et des difficultés extrêmes. Chapitre 8 Le roi caché, la réclusion d'Alfred. Malgré les désastres et calamités constants qui semblaient engloutir le royaume d'Alfred, il ne perdit pas tout espoir et continua à lutter contre des obstacles apparemment insurmontables. Dans des situations désespérées, les gens découvrent souvent une détermination désespérée qui dépasse le simple courage et peut agir comme un substitut puissant à la force. Peut-être qu'Alfred aurait finalement pu sauver ses affaires de la ruine complète, mais malheureusement,
un nouvel événement se produisit qui éteignit tout espoir restant et scella son destin. Cet événement se produisit lorsqu'un nouveau groupe de Danois arriva. Ils étaient censés être plus nombreux, plus féroces et plus avides que tous les groupes précédents. Les autres royaumes saxons avaient déjà été lourdement pillés. Par conséquent, le royaume d'Alfred, le Wessex, devint la cible la plus attrayante. Après avoir mené des conquêtes et des pillages dans d'autres régions de l'île, ils submergèrent les frontières d'Alfred comme une inondation. Il semble que tout espoir de résistance ait été rapidement abandonné. Les armées saxonnes furent vaincues. Alfred avait perdu toute influence et contrôle sur les chefs et les hommes. Les chefs et les nobles s'enfuirent. Certains quittèrent complètement le pays, tandis que d'autres se cachèrent dans les meilleurs endroits qu'ils purent trouver. Alfred lui-même dut faire de même. Quelques fidèles serviteurs, soit plus loyaux, soit plus soucieux de leur sécurité, et choisissant de rester proches de leur roi, le suivirent. Cependant, un par un, ils l'abandonnèrent également, et à la fin, le monarque déchu et abandonné se retrouva seul. Ce fut un soulagement pour lui d'être enfin seul. Les personnes qui restaient avec lui devenaient un fardeau au lieu de le protéger. Ils étaient trop peu nombreux pour se battre et trop nombreux pour se cacher facilement. Alfred décida de se séparer d'eux parce qu'il croyait qu'il était raisonnable de donner la priorité à sa sécurité. Il s'était marié à l'âge de 20 ans, mais sa femme n'était pas avec lui à ce moment-là. Cependant, elle le rejoignit plus tard dans un autre lieu de refuge. Il était plus facile de la cacher que de le cacher lui, car les Danois ne la chercheraient pas aussi intensément qu'ils chercheraient leur ennemi le plus puissant qui était maintenant vaincu et en fuite. Alfred, donc, après s'être libéré de tous, sauf d'un ou deux amis fiables et loyaux, voyagea vers l'ouest à travers des forêts, des zones désertes et des régions sauvages pour s'éloigner autant que possible des ennemis qui le poursuivaient. Il arriva finalement aux frontières les plus occidentales de son royaume, à un endroit qui devint célèbre parce qu'il servit de refuge pendant un certain temps. Cet endroit s'appelait Athelney. Athelney, cependant, ne méritait guère son nom, car ce n'était qu'une petite zone de terre sèche au milieu d'un marécage. Parce que de l'herbe poussait dans les clairières parmi les arbres, un humble vacher avait revendiqué cet endroit et y avait construit sa hutte. La ferme du vacher était petite, seulement environ 2 acres. Elle était entourée d'une vaste zone marécageuse avec des arbres et des ruisseaux. Des plaques de mousse couvraient des marécages et des bourbiers dangereux. Même pendant la période la plus sèche de l'été, seuls les chèvres et les moutons pouvaient s'aventurer dans ces zones. Il était presque impossible pour une personne de s'y déplacer, à l'exception du chemin secret du vacher vers son île. Cependant, Alfred était maintenant attiré par les obstacles et les défis qui auraient découragé n'importe qui d'autre. Il continua avec encore plus d'enthousiasme à mesure que les fourrés du marécage devenaient plus complexes et difficiles à naviguer, car ces défis promettaient de ralentir ou de décourager quiconque pourrait le poursuivre. Il réussit à trouver son chemin jusqu'à la hutte du vacher et demanda un endroit pour rester. Les gens qui vivent dans des régions isolées sont toujours accueillants. Le vacher prit aimablement le fugitif fatigué, lui fournissant nourriture et abri. Alfred resta comme invité là-bas pendant une période significative. L'histoire raconte qu'après quelques jours, le vacher lui demanda qui il était et comment il en était arrivé à errer dans un état si affligé et démuni. Alfred lui dit qu'il était l'un des chefs du roi, appelé Tan. Il expliqua sa condition en disant que l'armée d'Alfred avait été vaincue par les Danois et que lui, ainsi que les autres généraux, avaient été forcés de fuir. Il supplia le vacher de garder son identité secrète jusqu'à ce que la situation change et qu'il puisse reprendre le combat. L'histoire de la réclusion d'Alfred sur l'île d'Athelney est racontée différemment par différents narrateurs. Certaines de ces narrations sont incohérentes et contradictoires. Cependant, elles s'accordent toutes sur la célèbre histoire d'Alfred laissant brûler les gâteaux. Le vacher lui-même voyait Alfred comme un homme de rang déguisé, bien qu'il ne sache pas qu'il s'agissait du roi.
De plus, sa femme n'en était pas consciente et considérait l'étranger comme un simple vagabond. Pour maintenir cette idée, Alfred fut pris au service du Vacher et se vit confier diverses tâches autour de la maison et de la ferme. Alfred n'était pas intéressé par ces occupations. Il pensait constamment à ses malheurs et aux calamités qui étaient arrivées à son royaume. Il était toujours anxieux, incapable d'obtenir des informations claires sur l'état et les mouvements de ses amis ou ennemis. Il élaborait des plans vagues pour prendre le commandement de son armée et reconquérir son royaume, mais il s'épuisait à essayer de comprendre comment les réaliser. Chaque fois qu'il s'engageait volontairement dans une activité, cela correspondait toujours à ses pensées et à ses plans. Il réparait et organisait des outils de chasse ou tout ce qui était lié à la guerre. Il fabriquait des arcs et des flèches près de la cheminée, perdu dans des rêveries mélancoliques ou des visions ambitieuses de futures réalisations. Un soir, alors qu'il travaillait, la femme du Vacher demanda à Alfred de surveiller des gâteaux qu'elle faisait cuire. Elle devait s'absenter un moment. Comme prévu, Alfred se laissa distraire et laissa les gâteaux brûler. Lorsqu'elle revint et vit les gâteaux brûlés, elle fut très contrariée. Elle le réprimanda, disant qu'il était rapide à manger les gâteaux, mais trop paresseux pour aider à les faire. Ce petit incident pourrait ne pas sembler important, mais parce qu'il est arrivé à un roi déguisé, il est devenu une histoire bien connue. Beaucoup de gens ont entendu parler d'Alfred uniquement à cause de cette histoire. Encore plus de gens ont été amenés à découvrir toute sa vie grâce à elle. Ainsi, la femme du Vacher, sans même le savoir, a beaucoup contribué à rendre Alfred célèbre simplement en le grondant pour avoir brûlé ses gâteaux. Alfred était très triste et découragé à cause de ses problèmes. Mais les écrivains religieux disent que ces moments difficiles l'ont aidé à devenir une meilleure personne. Avant, il était orgueilleux et autoritaire. Maintenant, il était devenu humble et gentil. Parfois, lorsque les gens font face à des moments difficiles, cela peut aider à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Mais si quelqu'un est têtu, les moments difficiles pourraient simplement les rendre pires. Alfred, malgré son malheur et son sentiment d'être coincé, a géré sa situation avec patience et bravoure. Il planifiait constamment comment rassembler ses forces dispersées et sauver son pays du désastre. Certains de ses vieux amis, qui se cachaient également, tombèrent par hasard sur sa cachette. Alfred se révéla prudemment à eux. Ils furent heureux de revoir leur chef et commencèrent à se rassembler autour de cette zone, car il n'y avait pas de Danois à proximité. Au début, ils étaient timides, mais avec le temps et sans être dérangés, ils devinrent plus audacieux et commencèrent à utiliser cet endroit comme leur base principale. Alfred cessa de faire semblant et montra son vrai visage. La nouvelle de sa découverte se répandit secrètement parmi ses fidèles partisans saxons qui s'étaient cachés. Ils commencèrent lentement à revenir vers lui, d'abord secrètement, puis plus ouvertement. La famille d'Alfred, qu'il n'avait pas vu depuis des mois, réussit à le retrouver. Le Vacher, plus intelligent et plus fort que son travail ne le laissait supposer, fut d'une grande aide. Il garda le secret, s'occupa de tout le monde et fit en sorte qu'Alfred lui soit redevable. Une fois Alfred redevenu roi, il n'oublia pas de lui rendre l'appareil. Malgré les efforts du Vacher pour rassembler des provisions, le groupe à Athelney se retrouva souvent dans des situations difficiles. Il devait subvenir aux besoins d'Alfred, de sa famille et de ses assistants. En plus de cela, des gens arrivaient et partaient sans prévenir, se comportant de manière imprévisible comme le font souvent des soldats errants et désorganisés. La ferme du Vacher ne produisait pas beaucoup de nourriture, et son emplacement isolé rendait l'approvisionnement difficile. Un bateau était nécessaire pour atteindre certaines parties de celle-ci, ce qui lui valait souvent le surnom d'île, bien qu'elle soit entourée plus par des marécages que par de l'eau. Les hommes d'Alfred allaient pêcher dans les rivières lentes aux alentours lorsqu'il manquait de nourriture, guidés par le Vacher. Parfois, ils attrapaient assez de poissons, d'autres fois, ils ne prenaient rien.
Les moines écrivirent à propos d'une époque où Alfred alla pêcher en hiver. L'histoire pourrait ne pas être entièrement vraie. L'endroit était gelé et la nourriture rare. Les hommes partirent pêcher ou chasser pour se nourrir, laissant Alfred avec une dame appelée mère. Mais elle n'était pas sa vraie mère car elle était décédée depuis des années. Alfred lisait dans la hutte lorsqu'un mendiant arriva, demandant de la nourriture. Alfred demanda à quelqu'un de trouver de la nourriture pour lui. Cependant, il ne restait qu'un seul pain, dont ils avaient besoin pour leur propre repas ce soir-là. Malgré cela, Alfred décida de donner la moitié du pain au mendiant. Il faisait confiance à Dieu, qui avait autrefois nourri 3000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons, pour rendre leur demi-pain suffisant. Alfred partagea son pain avec le mendiant et retourna à sa lecture. Bientôt, il s'endormit et rêva d'un saint qui lui dit que Dieu avait entendu ses prières et était satisfait de sa gentillesse envers le mendiant. Cet acte de charité, même au risque de laisser lui-même et ses amis sans rien, était hautement apprécié par le ciel. La foi d'Alfred serait bientôt récompensée. Il était sur le point de reprendre son royaume et d'atteindre une plus grande richesse et puissance qu'auparavant. Le signe de la réalisation de cette prophétie serait que le groupe de chasse reviendrait cette nuit-là avec beaucoup de nourriture. Alfred se réveilla, plein d'espoir et d'excitation. Le groupe de chasse revint, rempli de joie et de nourriture. Leur succès, ainsi que le rêve et l'aide apportée aux mendiants, rendirent tout le monde plein d'espoir. Ils commencèrent à faire des plans pour se battre. Ils renforceraient leur position sur l'île et rassembleraient une force. Ils attaqueraient de petits groupes de Danois et enverraient des gens à travers le royaume pour rallier les forces saxonnes restantes. En bref, ils essayeraient de reprendre le pays aux Danois et de remettre le roi légitime sur le trône. Ils accélérèrent leur plan à cause de quelque chose qui se produisit près d'Athelney, mais c'est une histoire pour le prochain chapitre. Chapitre 9. Renaissance. Le retour d'Alfred. Athelney se trouvait dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le Somersetshire, un comté sur la côte sud du canal de Bristol. Il y a des marais à proximité, que les gens croient être l'endroit où Alfred se cachait. Il y avait autrefois une ferme dans cette région appelée Athelney, mais il n'est pas clair si c'est l'emplacement d'origine. Un collier en or avec les mots « Alfred m'a fait fabriquer » a été trouvé à proximité et se trouve maintenant dans un musée anglais. Certaines personnes pensent avoir trouvé la colline exacte où vivait l'homme qui a aidé Alfred, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. La région était autrefois marquée par des marais, des bois et des rivières lentes, mais après 1000 ans de changement et d'agriculture, elle a un aspect très différent. Cet endroit, initialement un refuge caché, est devenu un camp militaire secret en quelques mois. Comme mentionné dans le dernier chapitre, il possédait les caractéristiques d'une position défensive solide. Le groupe d'Alfred construisit un mur, un pont sur l'eau et 2 tours pour garder le pont. Bien que ces haies défenses fussent simples, elles étaient efficaces. Elles offraient une protection réelle et amélioraient le moral du groupe. Ils ne se sentaient plus comme des fugitifs se cachant pour leur sécurité, mais comme une garnison croissante, se préparant à riposter contre l'ennemi. Alfred accéléra ses plans lorsqu'un grand groupe de Danois, dirigé par Ubba, commença à conquérir et piller au pays de Galles. Athelney se trouvait dans un comté appelé Somersetshire. À proximité, sur les côtes du canal de Bristol, se trouvait un château nommé Château Kenwith dans le Devonshire. Le duc de Devonshire y avait rassemblé un grand groupe, prêt à aider Alfred. Lorsque tout était en place, Ubba déplaça ses troupes vers les côtes nord du canal. Il rassembla des bateaux et des navires, traversa le canal et débarqua dans le Devonshire. Le duc, nommé Odun, n'était pas assez fort pour se battre. Alors lui et ses hommes se cachèrent dans le château. Ubba arriva au château et commença à planifier sa prochaine action.
Ubba était le dernier fils vivant de Ragnar Lodbrog, un homme connu pour sa détermination, son énergie et ses exploits. Son groupe de guerriers était célèbre pour porter une bannière magique appelée le Réafan, ou le corbeau. Cette bannière, tissée par les 3 sœurs de Ubba, avait un corbeau brodé dessus. On croyait qu'elle avait des pouvoirs magiques, aussi bien chez les Danois que chez les Saxons. On croyait que le corbeau sur la bannière prédisait l'issue de toute bataille dans laquelle il était porté. Si le résultat devait être mauvais, il restait immobile, mais si la victoire était proche, il battait des ailes. Cela faisait que les Danois le respectaient et le vénéraient profondément, tandis que les Saxons étaient effrayés par son pouvoir mystérieux. Ce soi-disant miracle est simple à expliquer. Dans des sociétés comme celle des Danois semi-barbares, les personnes superstitieuses peuvent facilement se tromper. Elles peuvent croire que les ailes d'un oiseau sur une bannière brodée bougent ou restent immobiles, selon leur désir, lorsque la bannière est portée en bataille et flotte au vent. Le château de Kenwith était situé sur une colline rocheuse et protégé par un mur saxon. Ubba savait qu'il serait difficile de l'attaquer directement. Le château n'avait pas beaucoup d'eau, ni de nourriture, et comptait de nombreuses personnes à l'intérieur. Ubba pensait qu'il devrait abandonner bientôt à cause de la faim et de la soif s'il attendait simplement. Peut-être que le corbeau n'avait pas battu des ailes lorsque Ubba était arrivé au château, suggérant des ennuis s'il attaquait. Alors, Ubba choisit de ne pas attaquer, mais d'encercler le château avec son armée et ses navires, espérant les affamer. Il plaça ses troupes et ses navires et s'installa dans sa tente pour attendre. Audun n'eut pas à attendre aussi longtemps qu'il le pensait. Réalisant que sa situation était dangereuse et qu'il ne pouvait pas rester dans son château, il décida d'attaquer. Alors, une nuit, lorsque l'ennemi ne pouvait pas les voir, il prépara son armée pour attaquer soudainement le camp des Danois. Ils attendirent l'aube lorsque tout était prêt. L'attaque surprise devait se faire la nuit pour un effet maximal. Mais, s'ils voulaient gagner, ils auraient aussi besoin de la lumière du jour pour en tirer pleinement parti. Alors, Audun choisit le lever du jour pour son attaque. Cela lui donna l'obscurité pour la surprise et la lumière pour la victoire. Son timing était parfait, les plans bien exécutés, et l'attaque surprise fut un grand succès. Les Danois, tous endormis sauf leurs gardes, furent brusquement réveillés par les cris forts et effrayants des Saxons alors qu'ils se précipitaient dans le camp des Danois. Les Danois attrapèrent rapidement leurs armes, mais l'attaque soudaine provoqua une telle peur et un tel chaos qu'ils perdirent bientôt espoir. Audun et son groupe se dirigèrent directement vers la tente de Ubba, où ils le surprirent et le tuèrent sur place. Ils trouvèrent également la bannière sacrée dans la tente de Ubba, ce qui les rendit très heureux. Ils la prirent comme un beau symbole de leur victoire, mais aussi parce qu'ils savaient que sa perte assurerait la défaite de leurs ennemis. Les Danois fuirent leurs ennemis avec effroi. Lorsqu'ils apprirent que leur drapeau avait été pris et que leur chef avait été tué, leur choc se transforma rapidement en désespoir total. Les Saxons les tuèrent sans pitié, en abattant certains alors qu'ils fuyaient, et en transperçant d'autres avec leurs lances et flèches alors qu'ils gisaient au sol, écrasés par la foule et le chaos. Le seul endroit sûr où ils pouvaient courir était leur navire. Ainsi, ceux qui évitèrent leurs attaquants coururent vers l'eau. Les plus forts et les plus chanceux atteignirent les bateaux et les navires, tandis que les fatigués et les blessés se noyèrent. La flotte s'éloigna du rivage. Les Saxons, après avoir inspecté le lieu de la violente bataille, estimèrent qu'il y avait 1200 corps sur le champ. La victoire, en particulier la capture du corbeau, eut un grand impact à la fois sur les Saxons et les Danois. Elle encouragea les Saxons et fit peur aux Danois, tant pour des raisons naturelles que superstitieuses. Cette bataille changea complètement la situation d'Alfred. La nouvelle se répandit sur l'emplacement d'Alfred et ses plans pour combattre à nouveau ses ennemis. Les gens étaient prêts à se battre à ses côtés.
Il y avait encore de nombreux Danois dans différentes parties de son royaume et ces signes de résistance les poussèrent à rassembler leurs forces pour se préparer à une nouvelle bataille. Le principal groupe des Danois établit un camp à un endroit appelé Edendune, dans le Wiltshire. Il y a une colline à proximité où ils fortifièrent leur base principale. On a trouvé des signes de CES fortification, réels ou imaginés, CES dernier temps. Alfred voulait en savoir plus sur la taille et l'emplacement de ses ennemis. Pour cela, il prévoyait de se rendre lui-même déguisé pour explorer le camp des Danois, plutôt que d'envoyer un espion. C'était risqué, mais pas aussi extrême que cela pourrait sembler à première vue. Pendant son temps seul, Alfred apprit à parler et à se comporter comme un paysan. Il aimait aussi la poésie et la musique saxonne, et y excellait. 6 compétences le rendaient parfait pour prétendre être un musicien ambulant, ceux qui étaient courants à l'époque. Il suivait les armées, jouant de la musique et divertissant les soldats. Ainsi, Alfred décida de se déguiser en musicien et de se faufiler dans le camp danois. Il voulait voir par lui-même à quel point leur armée était grande et forte. Il s'habilla donc pour ressembler au personnage qu'il incarnait. Il mit sa harpe sur son épaule et marcha vers le camp des Northmen. En tant que paysan errant, à moitié musicien, à moitié mendiant, personne ne se méfierait de lui ni ne l'arrêterait, même s'il venait du pays ennemi. Alfred fut autorisé à circuler librement parmi les soldats, chantant et jouant pour tout groupe qui voulait l'écouter. Il semblait uniquement intéressé à gagner un petit salaire, mais il étudiait soigneusement les troupes et leurs dispositions. Cependant, il faillit se trahir en jouant trop bien. Sa musique et ses chansons étaient si bonnes qu'elles attirèrent l'attention du commandant. Le commandant ordonna à Alfred, déguisé en harpiste, d'entrer dans sa tente pour jouer. Cela permit à Alfred de compléter ses observations directement devant le roi danois. Alfred découvrit que le camp danois n'était pas bien gardé. Le chef, Guthrum, semblait négligent. En passant du temps avec Guthrum, Alfred apprit à mieux le connaître. Il est possible que cette interaction rapprochée ait influencé les relations inhabituelles futures entre Alfred et Guthrum. Guthrum fut très aimable avec le prétendu harpiste. Il aimait beaucoup son chant et ses chansons. Alfred, se cachant sous les traits d'un humble étranger, intrigua également Guthrum. Malgré les efforts d'Alfred pour le cacher, sa personnalité unique et son intellect le rendaient intéressant et charmant. Peu importe, Guthrum accueillit Alfred chaleureusement. Leur rencontre sociale agréable fut juste le début d'une amitié plus forte et sincère qui se développa plus tard entre eux en tant que dirigeants alliés. Alfred avait amené une personne d'Ethelney, une sorte d'aide, pour porter sa harpe et l'accompagner. Même s'il n'était qu'un voyageur, il aurait besoin de quelqu'un à ses côtés. Mais pour un espion, se déguiser et entrer dans le camp d'ennemis féroces comme les Danois nécessitait un ami de soutien. Après avoir inspecté le camp de Guthrum et planifié secrètement son attaque, Alfred partit calmement avec sa harpe et son aide, faisant semblant de chercher un nouvel endroit pour jouer sa musique. Une fois hors de vue, il fit demi-tour et retourna sain et sauf à Ethelney. C'était maintenant le printemps, le moment idéal pour commencer sa mission. La première étape d'Alfred fut d'envoyer des messagers de confiance dans les comtés voisins. Il devait rencontrer ses amis dans leur château. Les messagers devaient dire à tout chef saxon qu'ils trouvaient qu'Alfred était toujours en vie et qu'il se préparait à combattre à nouveau les Danois. On leur demanda de se rassembler à un endroit spécifique dans une forêt avec autant de partisans qu'ils pouvaient amener. Là, Alfred achèverait de rassembler une armée et discuterait des plans avec eux. Ils devaient se rassembler dans une grande forêt de saules appelée Selwood Forest. Elle mesurait 15 miles de long et 6 miles de large. Il y avait un endroit bien connu nommé la pierre d'Egbert. C'est là que la réunion devait avoir lieu. Les messagers devaient inviter chaque chef à cet endroit le jour fixé. Ils devaient amener autant de soldats qu'ils le pouvaient,
mais le faire discrètement. De cette façon, il pourrait se préparer pour l'attaque prévue sans alerter Guthrum. Les messagers trouvèrent que les chefs saxons étaient impatients de rejoindre les plans d'Alfred. Certains d'entre eux apprenaient pour la première fois qu'il était vivant. Ils étaient heureux de savoir que son ancien esprit et son énergie revenaient. Tout semblait soutenir ce plan. Le long et morne hiver était terminé, et l'arrivée du printemps apportait son énergie et son enthousiasme habituel. La nouvelle de la victoire d'Odun sur Uba et de la capture du corbeau sacré s'était répandue loin et large, suscitant l'excitation. Cela déclencha un désir parmi tous les chefs et guerriers saxons de faire face à nouveau à leurs anciens ennemis. Ainsi, ceux qui connaissaient le secret acceptèrent rapidement l'invitation d'Alfred. Ou peut-être, il est plus juste de dire qu'ils suivirent son ordre. Ils préparèrent rapidement leurs forces et se rendirent à l'endroit prévu dans la forêt de Selwood. Alfred était prêt pour leur arrivée. Ils passèrent 2 jours à se rencontrer, à célébrer et à se féliciter mutuellement. À mesure qu'ils prenaient confiance avec leurs effectifs croissants, ils remplissaient leur temps avec des jeux et des célébrations. Ils jouaient à des jeux et appréciaient la musique martiale. La forêt résonnait des sons de cors, de trompettes, d'armes s'entrechoquant et de cris joyeux. Même les plus prudents ne pouvaient contenir leur excitation. Pendant ce temps, Guthrum et ses forces étaient stationnés à Edendune. C'était leur principale base militaire. Cependant, beaucoup de Danois n'étaient pas des soldats. Sisgen avait suivi les armées, pris possession des terres conquises et commencé à cultiver. Il semblait avoir l'intention de rester de manière permanente. 6 colonnes étaient dispersées à travers le royaume. Les Saxons locaux ne pouvaient pas les chasser car les armées danoises étaient toujours présentes. 6 armées étaient prêtes à se battre si des forces saxonnes tentaient de les défier. Guthrum, qui dirigeait la plus grande armée, savait que les Saxons devenaient de plus en plus excités. Il avait entendu dire qu'ils se dirigeaient vers la forêt de Selwood. Il pensait que quelque chose de grand allait se passer, mais il ne savait pas que cela arriverait si rapidement. Il resta donc dans son camp à Edendune, planifiant sa campagne d'été, mais pas prêt pour une attaque soudaine. Lorsque tout fut prêt, Alfred dirigea les forces rassemblées à la pierre d'Egbert. Il y a un endroit maintenant appelé Brixstan à proximité, qui pourrait être le même, juste avec un nom modifié au fil du temps. Alfred se dirigea vers le camp de Guthrum. Il ne parcourut qu'une partie du chemin le premier jour, planifiant de se rapprocher davantage de l'ennemi le jour suivant. Il réussit et campa la nuit suivante à un endroit appelé Aeglea, sur une colline d'où il pouvait voir la position de l'ennemi de loin. Cette nuit-là, il fit un rêve spécial en dormant dans sa tente. Il vit son parent, saint Néote, qu'il avait réprimandé pour ses péchés lorsqu'il était un jeune roi, dans son rêve. Saint Néo lui dit de ne pas avoir peur de la grande armée de non-croyants qu'il affronterait le lendemain. Il dit que Dieu avait pardonné ses péchés et était maintenant prêt à le protéger. Les épreuves qu'il avait affrontées étaient une punition pour son ancienne fierté et arrogance, mais il avait compensé ses erreurs par ses souffrances, et celles-ci l'avaient conduit à une vie plus humble et religieuse. Il pouvait donc maintenant entrer dans la bataille sans peur, sachant que Dieu allait l'aider à vaincre tous ses adversaires. Le roi partagea son rêve avec son armée le lendemain matin. Cela augmenta l'excitation et la confiance de tous. Ils emballèrent rapidement leur camp et commencèrent la marche, anticipant la victoire avec impatience, sachant qu'ils allaient bientôt affronter l'ennemi. Chapitre 10. La chute de Guthrum, l'offre unique d'Alfred. Motivé par son rêve et l'enthousiasme de ses partisans, Alfred mena ses troupes vers le camp ennemi. Il prévoyait de les surprendre. Bien que Guthrum ait entendu des rumeurs d'un mouvement saxon, l'arrivée inattendue de cette grande armée bien organisée le laissa stupéfait. Il contrôlait la colline près d'Edendune, comme mentionné précédemment. Sa base principale était là,
avec les défenses les plus solides au sommet. Cependant, la plupart de ses troupes se trouvaient sur la plaine, dispersées en grand nombre. Alfred arrêta ses hommes pour préparer la bataille. Il fit un bref discours. Il leur dit qu'ils combattaient pour se libérer eux-mêmes et leur pays des durs envahisseurs païens. Il leur dit que Dieu était avec eux et que la victoire était promise. Il les encouragea à être courageux et à mériter leur futur succès et bonheur. L'armée avança pour attaquer. Les Danois se préparèrent rapidement à se défendre du mieux qu'ils purent, malgré la surprise. Quand ils furent assez proches, les soldats d'Alfred tirèrent leurs flèches. Ensuite, ils attaquèrent avec des lances, mais bientôt, ils abandonnèrent ces armes et d'autres qui les tenaient à distance. Cela se transforma en une bataille acharnée au corps à corps avec des épées. Les Danois commencèrent rapidement à céder. Ils n'avaient pas la même confiance en leur victoire, ni la même détermination farouche que les Saxons. Bientôt, ils se mirent tous à fuir. Ils ne purent atteindre la colline fortifiée à cause de l'intervention d'Alfred. Incapables de trouver un refuge, ils furent contraints de quitter le champ de bataille, poursuivis par les soldats victorieux d'Alfred. Guthrum réussit à rassembler certains de ses hommes après leur défaite, transformant leur fuite chaotique en une retraite plus organisée. Beaucoup de ces soldats avaient péri ou été capturés, tandis que d'autres avaient fui de peur et s'étaient perdus, incapables de rejoindre le reste. Nombre de soldats de Guthrum, fatigués ou blessés, tombèrent en chemin et moururent. Les autres, concentrés sur leur survie, continuèrent à avancer. Cela réduisit rapidement l'armée en retraite à un petit groupe. Les soldats restants, dirigés par Guthrum, continuèrent à se retirer jusqu'à ce qu'ils trouvent un château pour se protéger. Ils se précipitèrent dans cette forteresse et, se sentant en sécurité pour l'instant, se retranchèrent. Ces fugitifs malchanceux auraient mieux pu être chanceux de trouver une telle cachette s'il y avait eu une grande équipe de secours à proximité. Mais sans nourriture ni eau, ils réalisèrent rapidement qu'ils risquaient de mourir de faim et de soif, une mort bien pire que par une épée saxonne. Il n'y avait personne pour les sauver. L'armée vaincue était la principale force danoise sur l'île. D'autres petits groupes éparpillés sur l'île furent choqués par la nouvelle de cette perte dévastatrice. Partout, les Saxons étaient ravis de revoir leur roi et d'entendre parler de sa victoire. Tout le pays était prêt à agir. Cependant, Guthrum, piégé dans son château par les forces d'Alfred, n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Son groupe était trop petit pour affronter celui d'Alfred. Il ne pouvait donc pas tenter de sortir par la force et il ne voulait pas se rendre. Il espérait toujours que de l'aide viendrait. Ses gardes affamés montaient à la garde depuis le château, espérant apercevoir des amis venant les sauver. Cela dura 14 jours. À la fin, beaucoup dans cette prison horrible devenaient fous de faim et de soif ou souffraient terriblement. La situation se détériora au point que Guthrum ne put plus maintenir sa position. En conséquence, il capitula. Cela permit à Alfred de reprendre le contrôle de son royaume. Dans les 2 semaines qui s'écoulèrent entre la victoire de la bataille et la reddition finale de Guthrum, Alfred eut le temps de réfléchir à ses prochaines étapes. Ses choix reflétaient son caractère unique et noble. Il y avait 2 races différentes sur l'île qui s'affrontaient férocement depuis de nombreuses années. Parfois, l'une gagnait temporairement, mais aucune ne pouvait complètement vaincre l'autre. Les gens pouvaient considérer les Danois comme ceux qui avaient commencé le combat, ce qui les ferait passer pour les méchants. Mais rappelez-vous que les Saxons avaient fait la même chose aux Bretons avant eux. Donc, d'une certaine manière, les Danois ne faisaient que ce que les Saxons avaient fait aux Bretons. De plus, à cette époque, les gens croyaient que les plus forts devaient gouverner et que n'importe qui pouvait essayer de conquérir un endroit s'ils étaient assez forts. Depuis de nombreuses années, les Danois vivaient en Grande-Bretagne. Beaucoup s'étaient installés sur des terres agricoles, devenant des résidents pacifiques. Souvent,
Ils développaient des liens amicaux avec les Saxons et même se mariaient entre eux. Ainsi, au lieu d'être simplement deux armées opposées, ils commençaient à se fondre en une population mixte. Bien qu'ils soient différents et parfois encore en désaccord, ils vivaient et s'étaient installés. Il aurait été extrêmement difficile, voire impossible, de forcer ces gens à partir et à retourner de l'autre côté de l'océan germanique, surtout qu'ils n'avaient plus de connexion ou de maison là-bas. Alfred voyait toutes ces choses. Il regardait toute la situation, pas seulement de son côté comme le feraient la plupart des conquérants. Il savait qu'il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. Alors il décida de l'accepter et de faire de son mieux avec ce qu'il avait. Il se concentra sur l'avenir, pas sur le passé. Si tous ceux qui se disputaient pouvaient faire cela, arrêter de se disputer à propos du passé et se concentrer sur l'avenir, ce serait bien mieux. Nous devrions oublier le passé et, en regardant ce que nous avons maintenant, essayer de créer un avenir paisible et heureux. Alfred avait une politique. Il ne voulait pas enlever complètement les Danois d'Angleterre, mais seulement expulser les forces armées de ces terres. Il était d'accord pour que les Danois pacifiques restent là où ils étaient déjà, dans d'autres parties du pays. Ainsi, au lieu d'être dur avec Guthrum, qui était son prisonnier, il lui offrit la liberté. Il suggéra même qu'ils pourraient être amis et alliés. Alfred était prêt à laisser Guthrum régner comme un roi sur la partie de l'Angleterre où vivaient les Danois, en dehors des frontières d'Alfred. Sous ces conditions, Guthrum devait quitter le royaume d'Alfred avec toute son armée en promettant de ne jamais revenir. Il ne pouvait rester que dans la partie sud-est de l'Angleterre, où il n'y avait plus de domination saxonne. Guthrum devait donner des otages à Alfred pour s'assurer qu'il tiendrait ses promesses. Mais Alfred n'avait pas à lui donner d'otages. Une condition unique était que Guthrum devait se convertir au christianisme. Il devait accepter publiquement la foi saxonne par le baptême devant les dirigeants des deux armées. Alfred serait son parrain lors de ce baptême. L'idée de convertir un soldat païen au christianisme comme moyen de le sauver de la famine et de la mort dans un château où son pire ennemi l'avait coincé, cet ennemi devenant le sponsor de la nouvelle foi du soldat, est unique. Cela correspond à l'esprit de l'époque, mais seule une pensée créative et puissante aurait pu y penser et essayer de la réaliser. Guthrum fut probablement choqué par ce changement soudain de sa situation. Il y a quelques jours à peine, il était au bord de la ruine totale. Piégé dans un château sombre avec ses troupes affamées et ce qu'il croyait être un ennemi implacable à ses portes, il ne voyait que deux options, mourir de faim et devenir fou à l'intérieur des murs du château ou subir une exécution militaire brutale s'il se rendait. Il finit par se rendre, apparemment parce que les pires punitions valaient même mieux que la terrible douleur de la soif et de la faim. On espère que l'offre d'Alfred à son ennemi vaincu était motivée par un esprit de pardon chrétien. Et il est également possible que Guthrum, en acceptant l'offre, ait été en partie ému par la gratitude et le respect pour l'affichage des valeurs chrétiennes d'Alfred. Quoi qu'il en soit, Guthrum accepta les conditions. L'armée danoise fut libérée et commença son voyage vers l'Est. Guthrum, leur chef, accompagné de 30 chefs et de nombreux autres, resta avec Alfred pendant quelques semaines. Durant ce temps, ils aidèrent Alfred à mettre en place son gouvernement et se préparèrent pour le baptême de Guthrum. Plusieurs semaines après leur reddition, ils se rendirent tous à un endroit près d'Ethelney, désormais en tant qu'amis et alliés pour la cérémonie de baptême. Ce chef païen, devenant chrétien, n'a probablement pas changé ses opinions sur le paganisme et le christianisme. Même ainsi, cela eut un grand impact. Cela fit une forte impression sur ses partisans et facilita leur conversion au christianisme s'ils le souhaitaient. Cela changea également complètement la perception des soldats et des chefs saxons à l'égard de ses ennemis. La plupart des gens étaient surtout contrariés parce qu'ils étaient païens et n'aimaient pas leurs pratiques religieuses. Le baptême imminent de Guthrum allait changer cela.
Alfred conduisant Guthrum à être baptisé fut considéré comme une victoire plus grande et plus importante que celle qu'il avait remportée à Edendune, non seulement en Angleterre, mais aussi en France et à Rome. Les cérémonies de baptême durèrent plusieurs jours et commencèrent à un endroit appelé Aulre, près d'Ethelney, où se trouvaient des religieux et des prêtres pour accomplir les rites. Guthrum, le nouveau converti, portait des vêtements blancs symbolisant la pureté. C'était une pratique courante pour les personnes qui se faisaient baptiser. Il était également couvert d'un voile spécial. On donna à Guthrum un nouveau nom, un nom chrétien ou saxon. À cette époque, lorsque les païens se convertissaient et se faisaient baptiser, ils recevaient toujours un nouveau nom. C'est de là que vient notre expression commune « nom chrétien ». Guthrum reçut le nom chrétien d'Æthelstan, avec Alfred comme son parrain. Après le baptême, toute l'assemblée se rendit dans une ville voisine. Alfred avait choisi cet endroit comme résidence royale. Là, ils accomplirent d'autres cérémonies liées à l'entrée du nouveau converti dans l'Église. L'événement se termina par une série de célébrations publiques et de réjouissances. Un traité de paix détaillé fut établi entre les deux dirigeants. Dans ce traité, Guthrum fut appelé roi et reçut le contrôle de territoire à l'est du royaume d'Alfred. Cependant, il accepta de rester dans ses limites à l'avenir. Si vous voulez savoir quelle région d'Angleterre Guthrum contrôlait, il vous suffit de regarder les comtés actuels de Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Essex et une partie du Herefordshire sur une carte. Cette région était principalement peuplée de Danois. Elle était facilement accessible depuis l'océan Germanique via la Tamise et la Medway, ce qui en fit la principale zone où s'installèrent les hommes du Nord. Guthrum accepta de rester dans ces nouvelles frontières et de travailler avec Alfred en cas d'arrivée de nouveaux envahisseurs. Alfred ne se reposait pas seulement sur les promesses de Guthrum ou sur les otages qu'il détenait. Il fit en sorte qu'il soit dans l'intérêt de Guthrum de tenir parole. Après avoir démontré sa force militaire et donné à Guthrum un contrôle pacifique de ces nouvelles terres, Alfred rendit très attrayant pour Guthrum de se contenter de ce qu'il avait et de coopérer avec Alfred contre toute nouvelle menace. Guthrum avait réellement l'intention de tenir sa promesse à son nouvel ami. Après avoir conclu tous les accords, signé les traités et terminé les cérémonies de baptême, Alfred envoya Guthrum avec de nombreux cadeaux et un grand respect. Certains doutent qu'Alfred, en plus de ses autres accords avec Guthrum, ait gardé un contrôle supérieur sur les terres de Guthrum. Cela pourrait signifier que Guthrum, bien qu'appelé roi dans le traité, était plus comme un adjoint régnant sous Alfred. Alfred veilla dans son traité avec Guthrum à standardiser les lois fondamentales des deux royaumes. Cette démarche montre qu'il anticipait leur union complète éventuelle et souhaitait faciliter ce processus en alignant dès le départ les constitutions politiques et sociales des deux États. En fin de compte, Guthrum tint parole. Il s'établit paisiblement dans les terres qui lui furent accordées par le traité et cessa d'essayer de conquérir le territoire d'Alfred. Chaque fois que d'autres groupes de Danois débarquaient sur les côtes, il ne trouvait aucun soutien de sa part. Certains s'attendaient à sa coopération et à son aide, mais il refusa constamment. Grâce à cette dissuasion et à sa résistance directe, il repoussa de nombreux groupes, détournant les invasions vers le sud de la France et d'autres régions continentales. Pendant ce temps, Alfred se concentra sur l'organisation de son gouvernement. Il planifia et construisit des villes, répara des châteaux, ouvrit des routes et installa des tribunaux de justice. Il travailla également sur la tâche complexe de gestion d'une société bien organisée. Nous décrirons certains de ces plans plus en détail dans le prochain chapitre. Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que, malgré sa victoire contre Guthrum et la fiabilité de Guthrum par la suite, Alfred n'eut jamais une paix totale. Tout au long de son règne, il fut souvent troublé par des groupes d'hommes du Nord. Il débarquait parfois sur les côtes anglaises et réussissait parfois dans leurs attaques. La tentative la plus significative de ce genre eut lieu vers la fin de la vie d'Alfred, que nous décrirons plus tard.
La bonté et la grandeur d'âme d'Alfred envers Guthrum n'impressionnèrent pas seulement les gens de l'époque, mais en firent aussi un héros pour les générations futures. Nous admirons tous ce genre de bonté chez les autres, même si nous ne la pratiquons pas toujours nous-mêmes. Cela semble facile d'être gentil quand nous n'avons pas de rancune contre la personne à pardonner, mais c'est bien plus difficile quand nous devons pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. Si vous pensez que vous agiriez comme Alfred, essayez de voir si vous pouvez pardonner à vos ennemis. Cela pourrait être des gens qui ont contrarié vos plans, parlé mal de vous ou vous ont blessé. En voyant à quel point il est difficile de laisser aller nos ressentiments et de pardonner, nous réalisons à quel point la bonté d'Alfred envers Guthrum était spéciale. Alfred était connu pour sa bonté. Beaucoup d'histoires circulaient sur la façon dont il aidait ceux dans le besoin. Une fois, alors qu'il chassait, il entendit un enfant pleurer. Le son venait d'un nid d'aigle au sommet d'un grand arbre. L'aigle avait pris l'enfant pour le manger. Alfred sauva le garçon, et quand il ne put pas trouver les parents de l'enfant, il le prit sous son aile. Il lui donna une bonne éducation et s'occupa de lui. Cette histoire pourrait ne pas être vraie, mais elle montre ce que les gens pensaient d'Alfred. Chapitre 11. Les fondations du savoir, le règne éclairé d'Alfred. Le roi Alfred est principalement connu pour sa gentillesse et ses efforts pour promouvoir la paix, l'apprentissage et le bien-être de son peuple. Il a accompli cela malgré son habitude de la guerre depuis son plus jeune âge et le fait de vivre dans une période de conflit constant. Tout ce qui l'entourait aurait pu faire de lui un simple héros militaire. Cependant, il comprenait que la véritable grandeur réside dans la création d'un pouvoir durable en organisant la société de la meilleure manière possible. Il savait que l'intelligence, l'ordre, la justice et le système des institutions d'un pays sont les véritables éléments de sa grandeur. C'est pourquoi il agissait en se basant sur cette compréhension. Certes, il disposait de bons éléments pour travailler. Il avait le peuple anglo-saxon capable de comprendre et de mettre en œuvre ses plans. Ce groupe a poursuivi son travail pendant les 10 siècles qui ont suivi le début de son règne. De même que seul le peuple anglo-saxon pouvait produire un Alfred, il est probable que seul ce peuple pouvait exécuter ses plans. Ce groupe est connu pour son calme et son courage en temps de guerre, semblables à ceux d'Alfred. Ils excellent également dans les activités pacifiques grâce à leur travail acharné, leur organisation, leur efficacité et leur persévérance. Ils organisent tout. Ils planifient et améliorent. Ils sont toujours actifs, même quand d'autres sont inactifs. Si les progrès des autres nations stagnent, ils continuent d'avancer. Ils découvrent constamment de nouvelles choses, lancent de nouveaux projets, créent de nouvelles lois, forment de nouveaux groupes et débloquent de nouvelles capacités. Aujourd'hui, après 1000 ans, cette petite île nourrit et habille indirectement une grande partie de la population mondiale et influence de manière significative la politique mondiale. Bien que nous ne sachions pas si Alfred planifiait en fonction du potentiel de son peuple ou de ses instincts, il est clair qu'il s'est principalement concentré sur l'amélioration de la structure sociale de son royaume pendant son règne. Son peuple était très peu développé et presque à moitié civilisé à ses débuts. Il avait beaucoup à accomplir, mais il semblait qu'il avait peu d'opportunités pour faire des progrès. Pendant tout son règne, son attention fut constamment perturbée par des conflits en cours avec différents groupes de Danois, même après avoir conclu la paix avec Guthrum. Ces problèmes, ainsi que la planification militaire et les actions nécessaires, semblaient occuper tout son temps et son énergie, le laissant incapable d'améliorer significativement son royaume de l'intérieur. En dehors de cela, Alfred faisait face à un autre défi qui aurait pu le stopper net. Il était affligé par une maladie mystérieuse et douloureuse toute sa vie. La nature exacte de cette maladie n'est pas connue, car les références à ce sujet sont vagues et les médecins de l'époque, qui n'étaient peut-être pas très compétents, ne pouvaient pas l'identifier ni fournir un soulagement efficace. Cette maladie, quelle qu'elle soit,
causait une inquiétude constante et parfois une douleur intense et insupportable. Alfred supportait cette douleur avec une patience exceptionnelle, malgré des sentiments de tristesse et de désespoir dus à son inconfort incessant. Il ne laissait jamais cela ralentir son travail pour le bien de son peuple. Alfred pensait que l'éducation de son peuple était très importante. Mais à cette époque, il était difficile d'éduquer tout le monde car il n'y avait pas beaucoup de livres. Il n'avait pas de moyens de produire un grand nombre de livres pour tout le monde. Les livres étaient très chers car chacun devait être écrit à la main. La plupart des gens, occupés par l'agriculture, n'avaient pas le temps d'apprendre, mais Alfred faisait tout ce qu'il pouvait pour inspirer les classes supérieures à aimer l'apprentissage et les arts. Il montrait l'exemple en étudiant dur, même lorsqu'il était occupé à gouverner. Un bon exemple de cela est la manière dont il apprit le latin. Alfred avait un ami nommé Acer qui était très intelligent et religieux. Acer était évêque au pays de Galles. Alfred avait entendu parler de l'intelligence et des compétences d'Acer et l'invita à visiter sa cour. Alfred apprécia Acer et lui demanda de quitter ses positions importantes au pays de Galles pour venir dans son royaume. Alfred lui promit de lui offrir des positions encore meilleures. Acer ne savait pas quoi faire. Alfred proposa à Acer de passer la moitié de l'année en Angleterre et l'autre moitié au pays de Galles. Acer répondit qu'il devait discuter de cela avec ses moines et son clergé chez lui avant de prendre une décision. Cependant, il promit de revenir voir Alfred dans les 6 mois pour donner sa réponse finale. Après un séjour de 4 jours à la cour d'Alfred, il repartit. Après avoir attendu 6 mois sans le retour d'Acer, Alfred envoya quelqu'un au pays de Galles pour enquêter. Ils découvrirent qu'Acer était malade. Cependant, les amis d'Acer suggérèrent qu'il accepte l'offre d'Alfred de passer la moitié de l'année en Angleterre. Ils croyaient que cet arrangement permettrait à Acer de mieux protéger leur monastère au pays de Galles grâce à son influence auprès d'Alfred. Ainsi, Acer se rendit en Angleterre et, pendant 6 mois chaque année, il fut le proche ami et enseignant d'Alfred. Finalement, Alfred le mit en charge de quelques grands lieux religieux en Angleterre. Un jour, environ 8 ou 9 ans après qu'Alfred eut remporté la bataille contre Guthrum et sécurisé son royaume, lui et Acer discutaient dans le palais royal. Acer utilisa une phrase latine qui plaisait beaucoup à Alfred une fois qu'elle lui fut expliquée. Alfred lui demanda de l'écrire dans son livre. Puis, il sortit un petit livre de sa poche. Ce livre rempli de prières et de textes dévotionnels était quelque chose qu'il portait toujours avec lui. Comme tous les livres de l'époque, il était manuscrit. Acer voulait écrire une citation latine, mais ne trouva pas de place. Il suggéra à Alfred de créer un nouveau livre pour les citations latines et leur signification en anglo-saxon si Alfred le souhaitait. Alfred apprécia l'idée. L'évêque fit un petit livre qui se remplit lentement de citations de la Bible en latin et de brèves pensées puissantes des poètes romains et des pères de l'Église. Alfred écrivit le sens de chaque citation dans ses propres mots juste à côté. Il avait souvent ce livre avec lui et l'étudiait tout le temps. Il était intéressé à y ajouter encore plus. Ce livre l'aida à apprendre beaucoup sur la langue rapidement. Ce fut le point de départ de sa profonde connaissance de la langue qu'il acquit plus tard. Alfred travailla dur pour aider son peuple à apprendre et à se développer. Il écrivit et traduisit des livres. Ces livres étaient rendus disponibles en les copiant et en les partageant avec ceux qui savaient lire. Ces copies étaient généralement conservées dans des endroits comme des monastères et des abbayes où les gens instruits se rassemblaient. Les écrits d'Alfred eurent un grand impact à son époque. Ces livres restèrent manuscrits jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Bien que beaucoup aient été imprimés par la suite, d'autres sont exposés en tant que curiosités usées dans des musées à travers l'Angleterre. Malgré leur impact initial, ces livres ne possèdent plus aujourd'hui une grande valeur. Ils partagent des idées sur la morale et la philosophie, dont certaines sont devenues banales, tandis que d'autres sont dépassées.
et ne s'aligne plus avec la pensée moderne. L'une des contributions les plus significatives d'Alfred à l'éducation fut la fondation de l'Université d'Oxford, qui facilita grandement l'apprentissage pour son peuple. Alfred vécut à Oxford pendant une grande partie de son règne. Situé sur la rivière Tamise, dans une belle vallée entourée de champs verdoyants, Oxford abritait déjà un monastère avant l'ère d'Alfred. Les dons en argent et en droit qu'elle reçut au fil des ans étaient en partie attribuables à Alfred, bien que certains puissent avoir eu une plus grande signification que ses propres contributions. Alors que certains pensent que l'histoire de cette célèbre université remonte même avant l'époque d'Alfred, d'autres estiment qu'elle a commencé un peu plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'Alfred a joué un rôle essentiel à Oxford, en y établissant des écoles et en attirant des intellectuels du monde entier. Oxford est une ville riche en anciens collèges respectés. Elle possède des rues tranquilles, de grandes places, des églises, des chapelles et des bibliothèques. Il y a des promenades paisibles et une architecture impressionnante, même si elle est vieille et parfois délabrée. Pour tout visiteur, c'est l'un des joyaux de l'Angleterre. Pendant un millénaire, elle a contribué de manière exceptionnelle à la croissance intellectuelle mondiale, ce qui en fait un endroit véritablement remarquable. Alfred répara les châteaux qui avaient été endommagés pendant les guerres. Il reconstruisit les villes détruites, établit des gouvernements municipaux et restaura les monastères. Il choisit avec soin des personnes compétentes et pieuses pour les gérer. Il révisa les lois du royaume et les organisa de la manière la plus efficace possible, compte tenu des temps difficiles. Le caractère fort d'Alfred lui permit d'influencer facilement son peuple. Ils acceptaient rapidement les grands changements qu'il apportait. Ces changements furent si profonds et répandus qu'ils transformèrent la société et la vie quotidienne. N'importe quel autre dirigeant aurait pu faire face à une forte opposition en essayant d'apporter ces changements. Mais Alfred, avec son approche unique et sa personnalité, parvint à les mettre en œuvre sans susciter ni jalousie ni résistance. Il était toujours calme et posé. Même lorsque les choses tournaient mal, il restait tranquille et patient. Il ne se mettait pas en colère si les gens faisaient des erreurs ou le décevaient. Il ne se réjouissait pas trop lorsque les choses allaient bien, et il ne se laissait pas abattre lorsque les choses allaient mal. En résumé, il était un philosophe heureux, calme et tranquille. Il savait que la vie a ses hauts et ses bas, peu importe qui vous êtes. Il avait décidé de ne pas laisser ses hauts et ses bas le bouleverser ou perturber sa paix intérieure. Au lieu de cela, il restait concentré et calme sur ses grands objectifs. Il n'était jamais anxieux, impatient ou excitable, mais toujours réfléchi, persévérant et calme, transmettant son esprit à ceux qui l'entouraient. Ils observaient qu'il suivait constamment des principes de justice et de devoir dans ses plans et ses actions. Son objectif principal était d'améliorer sincèrement le bien-être, la prospérité et la paix intérieure de son royaume, sans aucune intention égoïste. Alfred ne semblait rien vouloir pour ses propres raisons égoïstes ou nuisibles. Il ne se souciait ni du luxe, ni du plaisir, ni de l'étalage de sa richesse. Bien que certaines personnes aient pu dire qu'il avait commis des erreurs quand il était jeune, ces affirmations sont floues et ne concernent que ses premières années. Depuis lors, tout ce qu'il fit semble avoir visé à rendre son royaume meilleur à long terme. Alfred devait travailler dur chaque jour parce que ses tâches étaient détaillées et chronophages. Pour tout accomplir, il devait être très organisé et gérer son temps efficacement. À cette époque, il n'y avait ni horloge ni montre, mais Alfred avait tout de même besoin de garder une trace du temps. C'était important pour son travail et pour gérer son vaste foyer de manière fluide. C'est ainsi qu'Alfred imagina un plan. Il remarqua que les bougies en cire dans sa maison et dans les églises brûlaient de manière régulière. La vitesse de combustion dépendait de leur taille. Il mena quelques tests pour décider d'une taille de bougie qui brûlerait 3 pouces par heure. Chaque bougie utilisait 12 pennyweights de cire,
soit un peu plus d'une demi-once. Cela aboutit probablement à une chandelle plutôt qu'à une bougie pleine taille. Il y avait un peu de confusion concernant les anciennes façons de mesurer le poids, la taille et la monnaie, mais nous savons que les bougies de l'époque mesuraient 1 pied de long et chacune pouvait brûler pendant 4 heures. Elles étaient marquées en pouces, chaque pouce représentant 20 minutes. Beaucoup de ces bougies furent fabriquées. Une personne dans une chapelle avait pour tâche de garder les bougies allumées et de faire sonner des cloches ou de donner d'autres signaux pour marquer le passage du temps. Chaque bougie mesurait 1 pied de long et brûlait pendant 4 heures. Une fois qu'elle s'était consumée, quelqu'un en allumait une autre. 6 bougies étaient nécessaires pour une journée complète. Ce système fonctionnait bien. Il y eut un petit problème au départ, mais le résoudre conduisit à une grande découverte. Dans le processus, le roi Alfred inventa les lanternes. Le problème était que le vent, qui soufflait librement même dans les demeures royales à travers les fenêtres ouvertes, perturbait les flammes de ces bougies horloges. Cela les faisait brûler de manière irrégulière. À cette époque, il n'y avait presque pas de vitres pour les fenêtres. On disait qu'elles avaient été utilisées une fois dans un monastère au nord de l'Angleterre. Benoît, un abbé, engagea des ouvriers étrangers qui avaient appris à fabriquer des vitres pour fenêtres. Il les fit installer dans son monastère. Il fallut de nombreuses années avant que les vitres deviennent courantes, même dans les églises, les palais et autres bâtiments coûteux. Jusqu'à ce moment-là, les fenêtres étaient simplement des trous dans les murs de pierre, fermés par des volets. Puisque les volets bloquaient à la fois la lumière et l'air, généralement, seuls ceux faisant face au vent et aux intempéries étaient fermés. Alfred remarqua que le vent faisait brûler ses bougies de manière inégale. Pour y remédier, il utilisa des plaques minces de corne pour les protéger. Il ramollit la corne avec de l'eau chaude, puis la découpa pour l'adapter aux côtés d'une boîte ouverte, créant ainsi une simple lanterne. Cela permettait aux bougies de brûler sans être perturbées par le vent. Par conséquent, on attribue l'invention des lanternes au roi Alfred. Alfred utilisa un système pour gérer son temps après avoir créé un outil de mesure du temps précis. Le plan était de passer un tiers de sa journée à dormir et à se détendre, un tiers à travailler et le dernier tiers à ses devoirs religieux. Ces devoirs religieux incluaient probablement des tâches liées à l'Église comme l'étude, l'écriture et la gestion des affaires religieuses conformément aux coutumes de l'époque. La vie d'Alfred continua avec un royaume en constante amélioration, en termes de bonne gouvernance, de richesse et de bien-être. Cependant, le pays était toujours confronté à des problèmes causés par les Danois. Certains de ceux qui s'étaient installés sur les terres continuaient à causer des ennuis et parfois de nouveaux groupes d'envahisseurs arrivaient. La plupart du temps, Alfred surmontait facilement les défis et se concentrait pendant de nombreuses années sur la paix et le progrès. Cependant, plus tard dans sa vie, un chef normand bien connu, Hastings, arriva en Angleterre avec une grande armée et causa beaucoup de troubles avant d'être chassé. Chapitre 12. Le siège de l'Angleterre, la dernière guerre d'Alfred. Environ 12 à 15 ans après qu'Alfred eut retrouvé son royaume grâce à la victoire à Edendune, l'invasion massive de Hastings eut lieu. Cette victoire s'est produite en l'an 878. Entre les années 893 et 897, Hastings et son groupe causèrent des troubles sur l'île. Alfred mourut en l'an 900. Ainsi, son règne commença et se termina par de longues et difficiles batailles contre les Danois. Hastings était un guerrier expérimenté et victorieux avant d'arriver en Angleterre. Il avait passé des années en tant que roi de la mer sur l'océan germanique, où il faisait des choses qui, aujourd'hui, seraient considérées comme de la piraterie et du meurtre. Mais à l'époque, ses actions le rendirent de célèbre et respecté. Plus tard, Hastings se rendit sur le continent où il remporta de nombreuses victoires et accumula du butin en France. Parfois,
les choses ne se passaient pas comme prévu dans ses entreprises. Par exemple, il dut une fois se retirer parce que ses ennemis s'étaient réfugiés dans une église qu'il avait transformée en forteresse. Il y resta jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir en sortir et se battre à nouveau. Principalement, lui et ses féroces partisans étaient victorieux et largement redoutés. Hastings avait déjà tenté d'envahir l'Angleterre, mais fut arrêté par Guthrum, qui avait promis de défendre Alfred. Avec le départ de Guthrum, Alfred se retrouva seul face à son redoutable adversaire. Hastings choisit un endroit sur la côte sud de l'Angleterre pour débarquer. Les Danois de Guthrum étaient encore à l'est, alors Hastings longea la côte sud jusqu'à ce qu'ils soient hors de leur zone. Il semblait qu'il ne voulait rien faire qui pourrait les rendre hostiles. De son vivant, Guthrum avait montré une forte volonté de résister au plan d'invasion de Hastings. Maintenant que Guthrum était parti, Hastings n'était pas sûr si ceux qui avaient suivi Guthrum lui résisteraient. Quoi qu'il en soit, il choisit d'éviter leur territoire. Il longea donc la côte sud de l'Angleterre jusqu'à ce qu'ils soient hors de leur zone, puis se prépara à débarquer. Il rassembla un grand groupe et fut rejoint par de nombreux aventuriers des endroits qu'il traversa. Sa flotte comptait au moins 250 navires. Finalement, ils atteignirent une partie de la côte avec une vaste zone marécageuse. Les marais de Romney, une vaste zone couvrant 50 000 acres, sont aujourd'hui des terres récupérées, protégées de la mer par une digue bien construite. Autrefois, cet endroit était un immense marécage uniquement navigable par une rivière lente qui serpentait à travers une masse dense de plantes avant d'atteindre enfin la mer. Hastings guida ses navires le long de la rivière sinueuse jusqu'à ce qu'il trouve un endroit plus sûr pour débarquer. Mais même s'il était solide, ce terrain était presque aussi isolé et sauvage que le marécage. C'était une grande forêt qui semblait inhabitée, à l'exception de quelques villageois locaux au point le plus bas accessible, construisant un simple fort. Hastings les attaqua et les repoussa. Il avança ensuite, trouva un bon endroit, y construisit une forteresse solide et y installa son armée. Ensuite, il envoya un autre groupe près de la rivière Tamise, les faisant avancer à l'intérieur des terres jusqu'à ce qu'il trouve un bon endroit où il pourrait construire des défenses comme il l'avait fait avec le premier groupe. Ces deux endroits n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre. Il les utilisa comme base pour ses actions, sortant de là pour prendre ce qu'il pouvait. Alfred rassembla rapidement une armée pour riposter, déclenchant une guerre longue et prolongée. Cette guerre comportait de nombreux événements, notamment des marches, des batailles et des sièges. Chaque camp eut ses succès à différents moments. Décrire ces événements en détail et dans l'ordre pourrait être aussi ennuyeux à lire que la guerre fut longue à endurer. Alfred fut très prudent, préférant affaiblir lentement l'ennemi en bloquant ses ressources et en l'encerclant plutôt que de risquer de grandes batailles. En termes simples, lorsqu'il est confronté à un envahisseur puissant, l'invasion adopte généralement une stratégie de vigilance, de prudence et de retard. D'autre part, les envahisseurs comptent généralement sur une action rapide et déterminée. Alfred comprenait bien cela. Il prévoyait de couper les approvisionnements de Hastings, de l'encercler, d'empêcher ses raids et d'attraper tout groupe séparé. De cette manière, il espérait finalement forcer Hastings à se rendre. Une fois, peu après le début de la guerre, Hastings, fidèle à l'astuce et à la ruse de son peuple, fit comme s'il était prêt à se rendre. Il commença à parler de cela, disant qu'il quitterait le royaume pacifiquement si Alfred acceptait. Plus important encore, il ferait également baptiser ses deux fils, ce qui était très important pour Alfred. Alors qu'Alfred négociait avec les forces de Hastings, il réalisa soudain que la plupart de l'armée ennemie s'était discrètement éloignée. Il se dirigeait secrètement vers une autre partie du pays. Les négociations cessèrent immédiatement, et Alfred et ses forces les poursuivirent. Tout espoir de paix fut perdu, et le cycle habituel de sièges, de stratégie, de batailles et de retraite recommença. Une fois, Alfred réussit à capturer le camp de Hastings alors que ce dernier était en mer.
Il trouva la femme et les enfants de Hastings sur place, et ses soldats les envoyèrent à Alfred. Les gens s'attendaient à ce qu'Alfred les traite durement, comme c'était courant à l'époque. Au lieu de cela, Alfred fit baptiser les enfants et les renvoya, eux et leur mère, à Hastings, avec des cadeaux et de la gentillesse. Hastings ne fut pas ému par cette gentillesse, ou, s'il l'était, cela ne changea pas ses actions. Il continua à se battre aussi dur que jamais. Au fil des mois, il reçut plus de soutien jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour pénétrer profondément dans le pays. Au début, il fut très réussi, mais son succès causa rapidement des problèmes. Cela réveilla tout le pays qu'il traversait. Les gens se précipitèrent pour se battre. Ils se rassemblèrent à divers points de rencontre et convergèrent progressivement sur l'armée de Hastings de toutes parts. Cela freina ses progrès, le forçant à rassembler ses soldats et à établir une position défensive. Ainsi, sa victoire fut ce qui conduisit à sa défaite. De même, la victoire d'Alfred et des Saxons se transforma rapidement en catastrophe pour eux. Ils avaient réussi à piéger Hastings et à couper ses approvisionnements, pensant que cela mènerait à sa reddition totale en raison de la détresse sévère. Cependant, au lieu de se rendre, cette situation poussa Hastings et son peuple au désespoir. Poussés par la folie que leur souffrance insupportable avait provoquée, ils brisèrent un jour leur emprisonnement. Après un combat féroce qui remplit une rivière de cadavres et teinta ses eaux de rouge, la majorité des rebelles affamés réussirent à s'échapper. Dans un état d'agitation intense, en partie victorieux, en partie en fuite, ils retournèrent sur la côte est de l'île où ils trouvèrent des refuges sûrs. Au cours des campagnes suivantes, un groupe de Danois remonta la rivière Tamise avec leur flotte. Certaines anciennes histoires racontent un stratagème qu'Alfred aurait utilisé pour les capturer, ce qui semble difficile à croire. Ils disent qu'Alfred a modifié le cours de la rivière en creusant de nouveaux canaux. Cela laissa les navires coincés sur la terre ferme. Ils ne pouvaient ne plus bouger et furent facilement vaincus par leurs ennemis. Cette affirmation semble improbable. Une rivière comme la Tamise coule toujours vers la mer à travers la partie la plus basse du terrain. De plus, pour que des navires remontent la rivière depuis la mer, la surface de l'eau de la rivière doit être proche du niveau de la mer. Il ne peut donc y avoir aucun endroit où l'eau peut s'écouler, à moins que ce ne soit une vallée sous le niveau de la mer. Lorsque des vallées sont à l'intérieur des terres d'un pays, elles se remplissent d'eau provenant des ruisseaux et de la pluie, devenant des lacs ou des mers. Il est donc probable qu'Alfred ait fait autre chose pour piéger les navires ennemis dans la rivière, quelque chose de plus réaliste que de drainer l'eau de l'ancien cours de la Tamise. Les années passèrent, et, bien que ni les Saxons ni les Danois n'aient remporté de victoire durable et nette, les envahisseurs perdaient progressivement. Ils étaient repoussés d'un fort à l'autre, jusqu'à ce que finalement leur seul refuge sûr soit leurs navires et les ports maritimes. Alfred s'installa dans les zones que l'ennemi avait quittées. Lorsqu'ils commencèrent à fuir vers leurs navires, il se rendit sur la côte. Il commença à planifier la construction de ses navires et à préparer une flotte pour poursuivre ses ennemis en mer. Dans cette tâche, il l'aborda avec le même calme, la même prudence et la même efficacité que dans ses actions précédentes. Il construisit ses navires avec une grande attention. Ils étaient 2 fois plus longs que ceux des Danois, conçus pour être plus stables, plus sûrs et capables de transporter un plus grand équipage de rameurs, les rendant ainsi plus rapides et plus agiles que les navires ennemis. Après avoir préparé sa marine, Alfred chercha une occasion de tester leurs compétences. Il entendit parler d'une flotte de navires des hommes du Nord près de l'île de Wight et envoya sa flotte pour les affronter. Il demanda au chef de sa flotte de capturer les navires et les hommes sans causer beaucoup de dommages et d'en ramener autant que possible sains et saufs. La marine d'Alfred partit avec 9 navires. Ils arrivèrent près de l'île de Wight et virent 6 navires danois dans un port. 3 navires danois étaient dans l'eau et se battirent courageusement contre la marine d'Alfred. Les 3 autres étaient sur le rivage,
coincés jusqu'à ce que la marée revienne. Il semblait que la marine d'Alfred gagnerait facilement. Au début, ils avaient effectivement l'avantage. 3 navires vinrent les combattre. Ils en capturèrent 2, mais un s'enfuit avec seulement 5 membres d'équipage survivants. Les navires saxons, victorieux contre ses adversaires, entrèrent courageusement dans le port pour attaquer les navires ennemis échoués. Cependant, ils découvrirent que bien qu'ils aient triomphé contre les actifs et les forts, ils se dirigeaient vers un échec contre les faibles et les sans défense. Ils finirent par se retrouver coincés en approchant des bancs de sable où se trouvaient les navires de leurs ennemis. La marée descendit, échouant 3 navires sur la plage et laissant les autres dans des positions difficiles et dangereuses. Cela mit tout le monde en grand danger. Il y eut un combat brutal dans les bateaux et sur le rivage. Les 2 camps subirent de lourdes pertes. Finalement, les Danois qui réussirent à se libérer partirent. Malgré certaines difficultés, les Saxons réussirent à repousser les navires danois de leurs côtes, complétant ainsi la libération de leur pays. Hastings lui-même se rendit en France, où il passa ses jours dans des terres qu'il avait précédemment conquises. Il était célèbre de son vivant et le resta pendant de nombreuses générations. Ses réalisations en firent un héros, et cette réputation ne fut pas diminuée par le fait que ses actes impliquaient violence et méfaits. Les terres d'Alfred retrouvèrent la paix et il retourna à son travail précédent. Cependant, il ne lui restait plus beaucoup de temps. Hastings fut finalement expulsé d'Angleterre vers l'an 897. Alfred mourut en l'an 900 ou 901. Il passa le temps qui lui restait à travailler dur pour améliorer le bien-être et la prospérité de son royaume, comme il l'avait fait avant la guerre. Il se concentra sur la résolution des problèmes, le traitement des plaintes et la correction de toute injustice. Il veilla à l'équité dans tous les tribunaux et tint chaque fonctionnaire public responsable. Il corrigea tous les problèmes et maintint une discipline stricte dans toutes les institutions éducatives et religieuses. Il fit tout cela avec gentillesse et un engagement sincère envers son devoir envers son peuple et Dieu, de sorte que personne ne s'opposa à lui. Les gens bons le voyaient comme leur héros, les indifférents étaient inspirés par son esprit, tandis que les méchants étaient réduits au silence, sinon transformés. Les enfants d'Alfred avaient grandi et semblaient posséder certaines des qualités de leur père. Sa fille, Éthelfléda, épousa un prince mercien. Elle était bien connue en Angleterre pour son intelligence, ses compétences et son bon caractère. Son fils aîné, Édouard, était le prochain en ligne pour le trône. Alfred était heureux de voir son fils suivre son bon exemple et se préparer pour un règne réussi. Alfred savait que sa maladie le conduisait à sa fin. Sentant que son heure approchait, il appela son fils Édouard près de lui. Il donna à Édouard ses derniers conseils, qui reflétaient les règles et les motivations qui avaient guidé sa propre vie. « Mon cher fils, assieds-toi près de moi pendant que je te partage des leçons importantes. Je sens que mon heure approche. Je deviens de plus en plus faible, mon apparence devient frêle. Mes jours sont presque terminés. Nous allons bientôt nous dire au revoir. Je vais entreprendre un autre voyage en te laissant tout ce que j'ai. Mon cher enfant, je te demande de prendre soin de ton peuple. Sois un père pour les enfants et un ami pour les veuves. Aide les pauvres, protège et abrite les faibles, et fais de ton mieux pour corriger ce qui est mal. De plus, mon fils, suis toujours la loi. Alors le Seigneur t'aimera, et Dieu sera ta récompense. Demande-lui conseil chaque fois que tu en auras besoin, et il t'aidera à réaliser tous tes désirs. » Alfred avait 52 ans lorsqu'il décéda, une perte ressentie par tous. Il fut enterré dans la grande cathédrale de Winchester. Son fils prit pacifiquement le royaume en main et celui-ci prospéra. Les plans qu'Alfred avait travaillés toute sa vie commencèrent rapidement à montrer leurs résultats positifs. Les bâtiments qu'il créa existent encore aujourd'hui, renforcés et agrandis au fil du temps. Sa mémoire en tant que leur créateur sera respectée tant que les gens se souviendront du passé.